une certaine injustice dans la levée de fonds. Il y a des gens aujourd'hui qui font, 1 million, 1,5 million de revenus et qui n'arrivent pas à lever ce que j'ai levé à l'époque sur rien. Je me rappelle, on avait eu Swan à l'époque, et il m'avait rigolé au nez, tu vois. Il m'a dit, ouais, non, mais vous êtes mignons, on aime bien ce que vous faites, mais revenez nous voir quand vous avez un truc. Et en fait, on a sorti les intégrations CRM. Du jour au lendemain, ça a tout changé, quoi. En fait, le billing, c'est pareil. C'est-à-dire que dès que tu as un use case, les gens qui sont dans ce use case-là, ils le creusent super profondément, ils t'emmènent avec. Et du coup, il leur faut toujours un truc en plus qui est spécifique à leur use case. Et on s'est rendu compte il y a 8-9 mois. Ensuite, d'un coup, mais attendez les gars, là, on a un soul pleureur vraiment. C'est-à-dire que j'ai eu 5 demandes en une journée de 5 features complètement différentes qui ne concernaient qu'un seul client, mais pour eux, c'était hyper important. Je pense que les meilleures features à prioriser sont celles qui remontent naturellement d'un besoin d'expansion de tes clients. On va faire beaucoup plus de vidéos, on va faire beaucoup plus de contenu expert, tu vois, pour essayer de créer de la confiance en fait autour de la marque, puisque les gens nous connaissent et s'ils ne font pas confiance, ils vont aller sur NetSuite. Et donc le problème auquel tu fais face, c'est quoi? C'est comment tu fais pour que chaque brique que tu construis, sur laquelle tu passes du temps, sur laquelle tu investis, soit autant adoptée? C'est ça le sujet? Salut Lucas. Salut. Ça va? Très bien, et toi? Ouais, très bien, content de t'accueillir sur Clé de voûte, enfin sur ce podcast. Clé de voûte, c'est pour l'audio et YouTube n'est pas nommé, donc c'est pour ça que je dis Clé de voûte et que je dis que c'est pas Clé de voûte. Il y a un nom qui va arriver ou... Le nom, c'est Timothée Frin, je sais pas encore trop comment je vais faire. C'est le premier enregistrement de la saison 6, trop ravi de t'accueillir et tu vas être le premier à être diffusé en plus, donc quel honneur. C'est ce que j'allais dire, c'est un honneur. Lucas, t'es le fondateur et CEO de Hyperline, donc Hyperline en français, Hyperline pour l'anglais comme on disait. Tu peux nous raconter un peu ce que c'est? Ouais, Hyperline, parce qu'on s'adapte à l'audience. J'ai essayé de tenir le Hyperline en France pendant à peu près 2 semaines, et puis après, j'ai dû craquer. On est devenu Hyperline, voilà, à Paris. La genèse, elle est assez simple. Je pense que moi, j'étais chez Spendesk depuis 5 ans à l'époque. Effectivement, je m'occupais de la tech, mais mon travail était beaucoup moins technique. C'était vraiment... j'avais une grosse équipe, et c'est du management pur et simple. Moi, c'est un truc qui me plaît pas des masses. Et je voulais monter une boîte depuis longtemps. On avait des problèmes de billing, et on va dire que j'étais un peu naïf à l'époque. Voilà, je me suis dit, en fait, j'ai un problème, je sais écrire du code, je vais résoudre ce problème et les gens vont acheter mon produit. Et le spoiler, c'est que ça s'est pas forcément passé aussi simplement que ça, mais c'est vraiment ça l'histoire de la genèse. Et je pense qu'il y avait des investisseurs, je vais pas dire qu'ils étaient un peu naïfs aussi, mais ils ont dit, putain, un dev qui sait parler, incroyable, on va lui donner un chèque. Et c'est comme ça que c'est parti, Hyperline. Ok, voilà. Si facilement que ça? Ouais, franchement, si facilement que ça. Ça a été... En fait, quand tu es un employé de scale-up, surtout en tech, tu es assez visible des invests. Donc, en fait, ils te pingent assez vite quand tu pars, quand tu annonces que tu es parti. Et donc, assez facilement, j'ai eu comme ça du pipe d'investisseurs qui vient me dire « Ouais, t'as pas prévu de lancer un truc. Tu sais, nous, on fait des petits chèques même si t'as pas d'idée. » Parce qu'ils veulent rentrer très tôt et ils savent que ça va coûter cher après. Et donc oui, aussi simple que ça, j'ai eu l'idée, j'ai pitché 2-3 mecs, mais qui voulaient déjà me parler, et en fait, tout de suite, ça a pris assez facilement. C'est parti direct, ok. Est-ce que tu peux nous raconter justement, tu as parlé de billing, qui est le mot pour facturation en anglais. Le process. Le process, de la facturation. Justement, c'est marrant, c'est parce que je vois qu'il y a du vocabulaire qui est pas si évident, encore moins quand tu viens de cet écosystème. Et il y a des acteurs qui sont connus dans l'écosystème, on parlait de Stripe en off tout à l'heure, qui est le gros américain sur ce sujet. Mais en fait, Stripe répond à un ou plusieurs use cases très spécifiques. Et ce que je comprends, c'est qu'il y a plein de solutions qui en font d'autres. Tu peux situer un peu ce que fait Hyperline là-dedans? Ouais, alors billing, effectivement, c'est ce que je corrigeais entre guillemets, dans le sens où c'est le process de facturation, c'est-à-dire qu'il y a la partie facture qui est vraiment juste pour le commun des mortels. C'est en fait, j'achète quelque chose, je reçois un papier avec des lignes dessus, un prix à la fin, la TVA, c'est ça. Mais en fait, pour les entreprises, notamment dans la tech, mais aussi dans l'agroalimentaire, les entreprises qui fournissent Airbus, etc., il y a des enjeux de facturation qui sont bien plus larges que ça. C'est pas seulement produire le PDF, c'est aussi gérer d'un côté les devis, les contrats, s'assurer que la facturation elle est faite au bon moment, avec les bons éléments. Avec l'IA aujourd'hui, tu parlais de Stripe, il y a des sujets de facturation variables. Stripe prend un pourcentage de tes frais, donc même pour eux, c'est assez relou à facturer. Et donc, en fait, l'idée d'Hyperline, c'était de dire, on va simplifier ce process-là pour les gens qui ne sont pas techniques, parce que moi, je viens du dev, et donc, du coup, en tant que dev, je ne voulais surtout pas toucher à la facturation, ça n'a aucune valeur. Et donc, du coup, on va faire un produit qui, gère le process de bout en bout, donc du moment où tu commences à penser à ton contrat avec ton client, commencer à rentrer les prix, commencer à choisir les produits que ton client va acheter, jusqu'au moment où tu es payé sur ton compte en banque. Et donc, le fait de ne pas avoir de dev dans la boucle, ça voulait dire avoir ce process-là dans un seul outil, simple d'accès, qui ne demande pas une API, une intégration de 6 mois, etc. Et c'était vraiment ça, le positionnement du produit. Stripe, aujourd'hui, s'est positionné de manière très niche sur les devs. Alors, c'est niche, c'est une énorme niche. C'est une grosse niche, ouais. Mais c'est niche dans le sens où c'est dev. C'est-à-dire qu'en fait, si tu n'es pas dev aujourd'hui, Stripe, tu vas dessus, tu ne comprends pas trop ce qui se passe. Et donc, nous, c'était vraiment ça. C'était essayer de démystifier un peu ce process-là, de le rendre simple, accessible pour les petites boîtes comme pour les grosses, en fait. Justement, tes clients, c'est qui aujourd'hui? L'espèce de zone
qui est la bonne en ce moment? J'imagine que la cible va évoluer au fil de l'eau, quoi. Ouais, bah de toute façon, je pense qu'on va. C'est comme toutes les. En fait, le billing, c'est un process critique, donc c'est dangereux pour les gens. Tu vois, ils disent, j'envoie ma facture. Tu vois, il y a un commitment qui est hyper important. Et du coup, tu commences naturellement par les petits. Mes tout premiers clients, ils se reconnaîtront. C'était vraiment des gens qui avaient à l'époque, voire 0 € de revenus. Ils envoyaient leur première facture. Ils avaient eu une mauvaise expérience avec tel ou tel outil. Et du coup, dans leur boîte d'avant, ils me disaient, il me faut un truc plus simple. Vas-y, on part avec vous. Et heureusement qu'ils l'ont fait. Et puis petit à petit, on va sur des boîtes de plus en plus grosses. Aujourd'hui, le cœur de notre marché, c'est des boîtes qui vont faire entre 1 et 20 millions de revenus, globalement, plutôt dans le logiciel, même si on a aussi des retailers, on a des marketplaces, on a des banques, tu vois, on a d'autres outils, mais globalement, ça va être des boîtes logicielles qui font entre 1 et 20 millions de chiffre d'affaires. Pour moi, plutôt 5 à 20, parce que ça me rapporte plus, mais entre 1 et 20 millions de chiffre d'affaires. Et les tout petits, moi, c'est un truc que j'appelle toujours à faire. Vaut mieux choisir le bon logiciel de facturation le premier jour, même si ça coûte peut-être 100 balles par mois au tout début. Mais en fait, comme ça, t'as pas besoin de le changer. Parce que le changement, au bout de 3 ans, il est difficile. C'est clair. Et alors, c'est créé quand, Hyperline? Quand est-ce que tu montes ça? Alors, début officiel, le 29 août 2022. Dépôt de capital, ça, du coup? Ouais, non, parce que en fait, j'ai transformé ma société de conseil en Hyperline pour aller plus vite, parce que la levée de fonds a pris tellement vite qu'en fait, l'avocat m'a dit, non, mais tu sais quoi, on va pas recréer une boîte, ça va prendre 2 semaines, on va rater la date, machin. Donc, j'ai fait ça, mais 29 août 2022, c'est le moment où je suis rentré de vacances, entre guillemets, donc j'avais levé pendant mes vacances, mais techniquement, j'étais à la plage. Je suis rentré, je me suis assis devant mon ordi, tout seul chez moi, et j'ai dit, OK, c'est parti. J'ai ouvert mon éditeur de code, et voilà, c'était parti. Sans associé. Sans associé, donc j'ai post-associé Clément, qui est notre CTO aujourd'hui, que j'ai essayé d'associer avant, mais c'était pas le bon moment pour lui, donc j'ai réussi à l'avoir 6 mois après, mais à ce moment-là, ouais, j'étais vraiment tout seul dans mon salon. T'as commencé à coder, du coup? Très difficile, ouais, exactement. J'ai codé l'API d'abord. Et tout ce que j'avais créé à l'époque n'est plus du tout dans Hyperline aujourd'hui, même les concepts que j'avais faits, etc. Et en fait, je voulais une démo assez vite pour avoir quelque chose à montrer. La réalité, c'est que les fonds, au début, ils s'en fichent un peu. En fait, ils achètent un pédigré, ils n'achètent pas un produit. Ils se disent, de toute façon, le gars, il va avoir de l'argent. S'il est intelligent, il va recruter des gens. Et son produit, dans 1 an, il ressemblera plus du tout à son produit initial. Il aura peut-être même pivoté. Donc, j'avais vachement optimisé pour avoir quelque chose à sortir. Et en fait, ce qu'ils voulaient, c'était plutôt qu'on recrute l'équipe et qu'on avance. Mais ouais, 29 août 2022, première ligne de code. Premier employé, 16 janvier 2023. Ok. Ce que tu viens de dire, c'est intéressant. Tu dis les fonds s'en moquent un peu de ce que tu as codé. Est-ce que c'est pas lié au fait que justement tu avais un parcours derrière? Parce qu'il y a des gens, tu avais un peu une street cred, entre guillemets, alors qu'il y a des gens quand même, tu vois, qui lèvent de l'argent, qui mettent du temps, parce que pas d'expérience entrepreneuriale, parce que pas d'expérience dans une scale-up, etc. Comment tu le vois? Je sais que c'est pas ce que tu as vécu, mais est-ce que tu as une... Non, mais je pense qu'il y a une certaine injustice dans la levée de fonds. C'est-à-dire qu'en fait, moi, j'ai levé facilement, avec une bonne valo, beaucoup d'argent. Il y a des gens aujourd'hui qui font, je sais pas, 1 million, 1,5 million de revenus et qui n'arrivent pas à lever ce que j'ai levé à l'époque sur rien. Complètement, ouais. Et donc, effectivement, oui, les fonds, en fait, ils optimisent pour un retour en x50, x100. Donc, eux, ce qu'ils veulent, c'est faire des paris. Et on va faire des paris sur le mec ou la nana qui a le plus de chances de me faire mon x50 et x100. Et pour eux, dans un modèle de risque, c'est effectivement plus moi que 3 fondateurs qui sortent d'école, super motivés, mais qui n'ont pas d'expérience entrepreneuriale, machin. Et donc, en fait, avec le scale, quoi. Eux, ils n'achètent pas à cette époque-là mon produit. Ils achètent l'idée qu'un mec comme moi, il va être capable de faire une grosse boîte. Et c'est vrai que c'est assez injuste, parce que derrière, moi, j'avais pas forcément bien compris à l'époque. J'ai envoyé à pas mal de gens que je connaissais dans mon entourage. Oui, bah t'inquiète, je vais t'intro à Michel, je vais t'intro à machin, tu vas lever facile, moi j'ai levé facile. Et en fait, je me suis rendu compte, ils ont pris des portes que moi je trouvais injustifiées parce que je ne les avais pas eues. Mais en fait, c'est comme ça que le truc fonctionne et je le comprends. Maintenant que je suis dedans depuis 3 ans, je le comprends. Donc là, 3 ans, c'est une quinzaine de personnes. Et tu viens nous parler sur cet épisode d'un challenge. Alors on voit que Hyperline, je ne sais pas si les gens le voient déjà, mais c'est un produit qui est assez complexe, de par la nature de ce que vous faites et du problème que vous résolvez. J'imagine que techniquement, tu vas nous raconter un peu, il y a des trucs pas simples. Je ne sais pas s'il y a besoin d'agréments ou des choses comme ça, un peu comme les produits type bancaire ou financier pour faire ce type de produit. Pas encore. Ah, tu penses que ça va arriver d'un point de vue régulation? On a les normes. On a SOC 2, 27001, tout ça, on les a fait il y a 6 mois. Mais non, sur les vraies normes qui sont contraignantes, pour l'instant, on n'a pas besoin. On en aura si on veut faire de l'encaissement pour compte de tiers, faire du paiement. Là, on en aura. Mais pour l'instant, c'est pas... Ça, c'est pas dans les plans court terme. Non, on le laisse faire à nos partenaires, dont Stripe, dont tu parlais tout à l'heure, Airwallex et autres. Ok. Tu vas nous parler du coup d'un changement qui est apparu à un moment dans le produit, une décision que vous avez prise, qui était une décision où il y a eu un vrai avant-après. Et c'est ça qui m'intéressait qu'on creuse ensemble, de creuser avec toi dans l'épisode. Tu peux nous dire un peu comment ça arrive, ce problème, comment tu fais face à ce constat?
En fait, je pense qu'il faut repartir du départ. C'est-à-dire, fondamentalement, qu'est-ce qu'on vend aujourd'hui ? On vend du process. Donc, on vend du process, ça veut dire que on vend un monde dans lequel tu arrives le matin et tu n'as pas besoin de t'embêter à il faut faire le devis, il faut aller dans le Excel, il faut faire, je sais pas, il faut l'envoyer dans DocuSign, ensuite il faut le récupérer, il faut rentrer ça dans la facturation, et puis ensuite... Tu vois, donc en fait, on vend finalement de l'automatisation de process à un seul endroit. Quand tu commences à vendre ça, tu dis, OK, moi, je vais faire la gestion d'abonnement. C'est ce qu'on a commencé par faire. On a fait l'abonnement avec en gros, la subscription, c'est ce qu'on appelle dans le milieu. Mais en gros, c'est un modèle d'abonnement où tu payes quelque chose tous les mois ou tous les ans et la subscription variable. Donc, en gros, c'est des trucs où tu as de la conso qui rentre d'un côté et je te facture cette conso. Premier client qui a utilisé ça chez nous, c'est Jean-Louis de Gladia. Ils ont fait... C'était des calls API à leur API. Et puis, c'était X par seconde parce qu'ils font de la transcription audio. Et donc, en fait, c'était le premier use case qu'on avait. Et en fait, au début, on s'est dit, on va vendre juste ça. Parce que, tu sais, les VC, au début, ils te disent, il faut que tu fasses un truc hyper narrow, hyper focus. Et en fait, on s'est rendu compte, au fur et à mesure qu'on a commencé à vendre, les gens disaient, mais attends, moi, la subscription, c'est bien, mais j'ai besoin de mes factures aussi. On faisait des factures, mais on n'avait pas de liste, tu pouvais pas exporter. Ah, OK. Et après, une fois qu'ils ont les factures, ah oui, mais là, il me faut l'intégration de l'échelle comptable. Ah oui, maintenant, il me faut le billing, mais sans la partie usage, juste le frais fixe. Ah oui, mais et mon devis? Il faut que j'envoie mon devis. Ah, mon devis, il faut que je l'envoie dans HubSpot, tu vois. Et en fait, c'est une pelote que tu déroules. Et autant tu as des produits genre ChatGPT, tu peux faire un truc hyper simple où tu dis, enfin, c'est complexe derrière, mais par contre, l'interface est hyper simple. Ouais. Nous, sur des process complexes et des process aussi importants pour les boîtes, en fait, il n'y a rien qui s'approche de la facturation aujourd'hui. C'est vraiment le truc, ça implique 40 équipes différentes, il faut mettre d'accord la finance, les ops, les devs, le produit, le leadership parce que c'est cher. Et en fait, on s'est rendu compte petit à petit que le produit commençait à s'étendre. Tu finis avec un positionnement qui est hyper important pour les clients, qui est end-to-end. Donc, je gère vraiment l'ensemble du process. Et nous, aujourd'hui, c'est ça. La plupart des gens, ils ont remplacé 2-3 outils par un seul outil. Donc, ça, c'est formidable. Mais tu as aussi, on a les qualités de nos défauts et les défauts de nos qualités. Et le problème, c'est que quand c'est un produit qui fait tout, il remplace tout. Et donc, qui dit tout remplacer, dit c'est compliqué à faire rentrer. Et donc, en fait, je pense qu'on s'est rendu compte petit à petit. Au début, on s'est dit, OK, on ajoute, ça va rentrer plus facilement. Et ça a rentré beaucoup plus facilement. Mais la réalité, c'est que plus on a ajouté, plus on pouvait rentrer sur des configs complexes, et plus rentrer sur des configs complexes, c'est difficile, c'est long, ça demande de l'implémentation avec beaucoup de compréhension de ce qui se passe sur le terrain de ton client. Et du coup, petit à petit, en fait, c'est ressorti tout simplement. Quand tu dis ça rentre plus facilement, c'est quoi ? C'est que vous aviez plus de clients qui arrivaient sur le produit ? Le jour où on a sorti les intégrations CRM, on est passé de galérer c'était en 2022, fin 2023. Entre guillemets, on vendait pas grand-chose, on avait des bêta-testeurs, mais voilà. Ça veut dire quoi ? Il y avait combien en nombre ? Je sais pas, on avait 6 bêta-testeurs, tu vois, à l'époque, et ils étaient contents, mais on était en call avec des gens pour vendre le produit. Je me rappelle, on avait eu Swan à l'époque, et il m'avait rigolé au nez, tu vois. Il m'a dit, ouais, non, mais vous êtes mignons, on aime bien ce que vous faites, mais revenez nous voir quand vous avez un truc. Et en fait, on a sorti les intégrations CRM. Du jour au lendemain, ça a tout changé, quoi. Moi, je l'ai senti dès le premier process où j'avais les intégrations CRM à vendre. Oui, on a intégré Salesforce, HubSpot. Ça changeait toute la conversation. Et en fait, là, ça a déclenché un peu pour nous le fait de commencer à avoir de l'attraction. OK, en fait, on n'avait juste pas compris qu'il fallait les intégrations CRM. Et ça a déclenché d'autres demandes assez naturelles pour les gens, de dire, OK, maintenant, il me faut mes devis dans le CRM, du coup, je dois signer le contrat. Et en fait, ça nous a permis un truc beaucoup plus naturel dans l'expansion du scope produit. Donc là, chacun veut sa sauce, chacun fait sa demande un peu personnalisée. Toi, ton taf, ça va être de dire, attends, je peux pas tout faire, il faut que je priorise celles qui sont le plus demandées en commun, en fait, parmi tous les clients. C'est un peu l'objectif d'un SaaS. Et donc, le problème auquel tu fais face, c'est quoi ? C'est comment tu fais pour que chaque brique que tu construis, sur laquelle tu passes du temps, sur laquelle tu investis, soit autant adopté, c'est ça le sujet ? Ouais, c'est difficile sur le billing parce que c'est le genre de produit, c'est un peu comme le CRM ou ce que fait Pigment par exemple. Moi, je considère que c'est un arbre, c'est un saule pleureur. Donc en fait, t'as un bel arbre au milieu, t'as plein de branches et ensuite t'as plein de branches qui vont très très bas. Et tu vois, un saule pleureur, comment c'est fait, chaque bout de feuille est très très long. Et en fait, le billing, c'est pareil. C'est-à-dire que dès que t'as un use case, les gens qui sont dans ce use case-là, ils le creusent ils t'emmènent super avec. Profondément, ils t'emmènent avec. Et du coup, il leur faut toujours un truc en plus qui est spécifique à leur use case. Et on s'est rendu compte il y a 8-9 mois. Ensuite, d'un coup, attendez les gars, là, on a un saule pleureur vraiment. C'est-à-dire que j'ai eu 5 demandes en une journée de 5 features complètement différentes qui ne concernaient qu'un seul client. Ouais. Mais pour eux, c'était hyper important. Et on s'est retrouvé un peu dans ce problème-là par hasard, mais à force de dire, OK, en fait, l'outil fait tout, tu peux le plier, tu peux le tordre dans tous les sens, il fonctionne toujours, l'API marche vachement bien, machin. En fait, effectivement, les gens se sont retrouvés dans des contextes où il n'y avait que eux qui pouvaient être parce qu'ils ont voulu trop mettre dans notre outil parce que notre outil proposait trop. Et en fait, c'est ce que j'ai compris maintenant. En fait, je dis non,
il y a un moment où les gens doivent construire par-dessus ton outil et c'est normal. S'ils ont un process qui est complexe, s'ils ont un système de configuration de devis qui est complexe, c'est pas Hyperline de se plier en cadre pour faire le tool. Ça ne marchera pas bien de toute façon. Ils auront toujours un truc qui leur manque. Donc du coup, l'enjeu qu'on a eu, c'était plutôt de changer la manière dont à la fois on communique et la manière dont on priorise la roadmap, de dire ok, on arrête d'étendre les feuilles. Là, c'est bon, on est au sol, là, le sol pleureur, il peut pas aller plus loin, ça ne sert à rien. Il faut faire autre chose, un autre type d'art. Tu vois, un palmier, un truc avec des feuilles un peu plus en l'air et qui restent en... Et donc ça a beaucoup changé. Mais ouais, moi, mon taf, c'est de filtrer le bruit. Et la facturation, c'est très important pour les gens. Donc ils ont peur, en fait. Tu vois, quand ça se passe pas bien, quand il y a un truc, ah ouais, mais là, sur ma facture, j'ai telle mention qui est pas affichée. C'est très stressant. Ah ouais. Et ils te mettent la pression. Ouais, faut que ça... Pourquoi ma facture, elle est partie trop tôt, j'ai pas eu le temps de la checker, j'avais mis un jour dans le... Enfin, tu vois. Donc ce que je comprends, c'est qu'il y a deux choses. Il y a, tu l'as dit le mot, il y a priorisation, c'est-à-dire comment choisir les bonnes opportunités produits. Même si tu as un client qui te dit, et qui est un client d'ailleurs avec beaucoup de chiffre d'affaires, je sais pas, tu vas me dire, peut-être que ce gars-là en particulier, effectivement, il y a beaucoup de chiffres à faire chez lui, mais il est dangereux parce que vous allez passer du temps sur quelque chose, sur un module par exemple, que vous n'allez pas réutiliser chez d'autres clients. Et donc après, c'est trouver effectivement le module qui va être un peu le win pour plein de clients et qui va finalement être aussi en accord avec la vision que vous avez du produit. Donc ça, c'est le premier truc, c'est la priorisation. Le deuxième truc, c'est sur les modules que vous avez déjà construits et que vous êtes en train de construire, et il y en a plein, j'imagine, il y a un sujet d'adoption. Comment faire pour maximiser la connaissance, enfin faire connaître ces modules existants auprès des clients qui viennent d'arriver ou qui sont historiquement clients d'Hyperline, mais qui n'ont pas encore utilisé ce module, quoi. Et donc ça fait accroître, j'imagine, chez vous du chiffre d'affaires, parce que vous êtes rémunéré aussi en fonction du volume de transactions, je suppose. Ouais. Donc il y a ces deux problèmes-là. Tu veux attaquer lequel en premier ? En fait, les deux sont liés. Okay, c'est intéressant, mais m'intéresse. en fait, les deux sont liés parce que je pense que les meilleures features à prioriser sont celles qui remontent naturellement d'un besoin d'expansion de tes clients. Un exemple que je te donne, c'est les devis. Au début, on n'avait pas les devis. On ne faisait pas ça. On s'est dit, en fait, c'est dans ton Salesforce, il y a HubSpot Quote, tu fais ce que tu veux avec ça. Il y a d'autres trucs, quoi. Et on a ça, à un moment, je ne sais pas pourquoi, il y a un client qui était gros à l'époque, je ne sais même plus qui c'est, qui nous a dit, ouais, moi, si j'ai pas les devis, je pars. Un truc comme ça. Donc on a dit, bon, on va prioriser les devis. Et le problème, c'est comme on a une équipe qui ship bien, parce que forcément, on vient de la tech, on connaissait déjà les devs, en fait, on sait qu'on peut shipper super vite les trucs, et donc on a un peu trop, des fois, dit, ouais, t'inquiète, je te le fais ce week-end. On l'a fait, voilà. Et en fait, on a sorti les quotes, mais une version, un truc, aujourd'hui, j'ai honte. Tu peux nous expliquer ce que c'est que les quotes ? L'idée, c'est vraiment de se dire, je suis sales, et je dois vendre un certain nombre de produits dans certaines conditions contractuelles. Donc, par exemple, je dois vendre tout de suite les frais d'implémentation. Ensuite, je vais faire payer 1 000 € par mois pendant 12 mois, puis 2 000 € par mois pendant 24 mois. Et l'idée de la quote, c'est d'avoir un document contractuel dans lequel il y a toutes ces informations qui sont listées, que j'envoie à mon client pour lui faire signer, et qui ensuite va déclencher, si possible, une facturation automatisée, dans ce cas-là, des frais de migration. Okay. Et donc, ça inclut plein de choses, en fait. Il faut qu'il y ait plein de conditions affichées dessus, il faut qu'il y ait de la signature électronique, il faut que tu aies un catalogue produit sur lequel tu puisses customiser les prix, les coupons. Tu vois, il y a plein de trucs qui sont liés à cette quote-là. Il faut que ce soit joli, parce que tu l'envoies à ton client. C'est le devis, finalement. Ouais, c'est le devis, mais alors, c'est la traduction, mais le système de quote, notamment dans le logiciel, il va vachement plus loin que juste envoyer un devis, tu vois. Parce que Stripe, ils ont une fonctionnalité de devis, mais personne ne l'utilise parce que ça envoie une facture avec écrit devis, quoi. Ça, c'est pas... Okay. Ça marche quand t'es plombier, ça marche pas du tout quand tu vends un logiciel, typiquement Pigment, ils peuvent pas faire ça, tu vois. Et aujourd'hui, la seule app qui fait ça, qui est hyper connue, c'est Salesforce CPQ, qui est un truc à 250 000 € par an qui marche pas du tout. Enfin bon, c'est l'enfer. Et donc oui, je disais qu'on a sorti ce truc-là, une version horrible avec le PDF qui marchait pas, enfin bref. Et tout le monde, mais quand je dis tout le monde, je sais pas, à l'époque on devait avoir 60 ou 80 clients, et tout le monde m'a dit, je leur ai envoyé un message, ouais, quand est-ce qu'on peut activer, j'ai besoin de la feature, machin, j'ai vu que vous aviez mis dans le changelog que vous aviez les quotes. Et en fait, il y a des gens qui ont commencé à envoyer des devis Hyperline, mais pas prêt, quoi. Enfin, la signature marchait pas. À l'époque, c'était pas une vraie signature électronique. Le PDF ne s'ouvrait pas une fois sur deux. Enfin, tu vois, on avait vraiment sorti un truc pour juste dépanner un client et je me retrouvais à l'activer. Et en fait, moi, je pense que ces features-là, ça fait vachement de sens de les prioriser. Et tu demandais par lesquelles tu commences. La réalité, c'est que le mieux, c'est de faire les deux en même temps, en fait. C'est d'utiliser la manière dont tes clients existants veulent s'étendre et les features dont eux ont besoin pour, si possible, demain, créer une feature qui va te faire de l'acquisition et qui va être adoptée assez facilement. Donc aujourd'hui, on essaie beaucoup de réfléchir comme ça. On essaie de se dire, OK, des fois, on sort juste un menu. Ça m'arrive souvent de le faire. Faut pas le dire pour mes clients, mais je sors un menu avec un truc. Et tu vois, j'ajoute RevRec, Revenue Recognition, tu vois, c'est un truc finance. On va sortir ça et on va voir, en fait. Si personne me demande en 2 semaines, maintenant que j'ai eu l'exemple des devis, des intégrations CRM et autres, parce qu'il y a eu plein d'autres trucs qui ont fait ça comme ça, en fait, je sais maintenant que quand ça marche, quand il y a un truc où les gens en ont vraiment besoin, ils me pingent tout de suite pour me le demander. Donc c'est quoi ? C'est un fake door que tu fais ? Tu mets peu importe le terme, c'est
Tu mets dans le menu c'est ce ça. que tu viens d'écrire. Contact Us, tu vois. Ouais, exactement. Ah, ok, Contact Us. Ouais, ok. ouais, vraiment, on met des trucs en grisé, on met ça pour les intégrations, pour savoir lesquelles les gens veulent. Ouais. Si vous voulez une intégration avec Slack, par exemple, on met Ouais. un Contact Us. Et en fait, tu vas dire, ouais, mais c'est un peu, tu trompes le client, parce que... Mais en fait, le client, la réalité, c'est qu'au bout du 5e Contact Us sur une semaine, la semaine d'après, on a fait l'intégration. Parce qu'en fait, on est hyper réactif. Vous allez vite, ouais. Mais moi, je me sers beaucoup de ça pour prioriser. Et plus tu as de volume d'action sur ton produit, plus tu as de power users, donc des gens qui vraiment l'utilisent, l'adorent. Enfin, il y a des gens qui connaissent mieux mon produit que moi, hein. Et c'est eux, en fait, qui vont venir te driver un peu ta roadmap. Ça paraît facile à dire comme ça, mais avant de l'avoir vu, le côté un peu, le succès est évident, bah, sur la priorisation, c'est ça pour moi. Le succès, il est évident. Si tu balances un truc au milieu de ton produit et que personne t'en parle, voilà. De temps en temps, je dis des fois, il faut casser un truc aussi. Alors, jamais sur les workflows critiques, mais tu sais, sur un flow, je dis, bah, en fait, tu sais quoi, fais que ça marche pas. On va voir. Bah, en fait, si personne se plaint, c'est que personne l'utilise. Tout le monde s'en pour fiche. simplifier le produit. Je connais des boîtes partout notamment qui font ça. Ils font des revues mensuelles en disant comment simplifier le produit. Ils arrivent dans le produit, ils se disent qu'est-ce qu'on peut péter, ils pètent le truc et ils voient ce qui se passe, quoi. Moi, je suis un minimaliste. Tu vois, je te parlais en arrivant du fait que je vends tous les trucs de mon appartement sur le Bon Coin. Moi, je suis un minimaliste. C'est-à-dire, je veux le moins d'informations possible. C'est tellement difficile d'enlever des choses par rapport à en ajouter qu'en fait, et c'est un combat avec mon designer, ça, tout le temps. C'est en fait, il faut designer minimal. Le produit, le scope doit être minimal. Les quotes, ils les ont utilisées alors qu'elles étaient pourries. Il n'y avait même pas de signature électronique. Les tableaux, ils étaient horribles. Et ils les ont quand même utilisés parce qu'ils en avaient besoin. Il y avait une vraie demande. Voilà. Et maintenant, un an après, bah oui, forcément, la feature de devis, elle est hyper bonne. Mais à l'époque, elle n'était pas bonne. Donc ça, c'est pour la priorisation. Et après, la seconde chose qu'on a évoquée, c'est comment tu maximises l'adoption de tout ce que tu sors. Parce qu'en gros, tu construis, c'est de l'investissement. Vous êtes 15 personnes, mais demain, on imagine que tu es 200. C'est les salaires que ça donne. Quand tu construis un truc... On essaie de ne pas le faire. Ouais, j'imagine que tu as connu Spendesk en plus avant et vous avez grossi, on pourra en parler d'ailleurs. C'est pour ça qu'on est 15, hein, parce qu'on est chargé. Hein. Je vais te dire, chez moi, il y a un peu de... Là, je commence à avoir des trucs où il y a un peu de stress entre le support, le machin, les devs, le truc, parce qu'on est volontairement petit, parce que tu es beaucoup plus agile. Ouais, complètement. Mais là, bon... Tu veux ne pas grossir? Comment tu vois le truc? Ouais, moi, j'aimerais bien. Bah, en gros, aujourd'hui, je pense que pour la taille du produit qu'on a, quand je regarde un peu les produits qui sont sortis en même temps que nous, et même, tu vois, un Chargebee qui est là depuis 15 ans, on n'est pas loin de la feature parity. Alors, il y a évidemment toujours des trucs un peu loin, mais on n'est pas loin de la feature parity. Ça veut dire quoi, juste pour les gens qui connaissent? Feature parity, ça veut dire qu'on a globalement la même couverture fonctionnelle aujourd'hui. Alors, il y a toujours du détail. Il y a des trucs qu'on fait mieux qu'eux, il y a des trucs qu'on fait moins bien qu'eux. Mais globalement, c'est à peu près la même chose pour un client. Et moi, quand un client me dit, bah, globalement, votre tool de Chargebee, c'est un peu pareil, je me dis, ouais, mais nous, on l'a fait en 2 ans avec 6 devs, tu vois. Alors qu'eux, ils ont 250 devs, ça fait 13 ans, machin. Donc ouais, moi, c'est une vraie volonté de rester petit. Maintenant, il y a un niveau de complexité produit qui parfois fait que ça devient compliqué pour tout le monde d'avoir le contexte. Il y a 200 clients. En fait, quand tu fais du support, il faut le contexte de chaque client. Tu ne l'as plus. Enfin, c'est vraiment compliqué. Donc oui, on va rester petit, mais dans la limite du raisonnable, je pense que là, on va devoir grandir bientôt. Parce que... Il y a des boîtes qui t'inspirent là-dessus, d'ailleurs, qui ont suivi cette philosophie. Souvent, on utilise le mot lean pour ça. Garder des équipes petites, à taille réduite, performantes. Je suis pas... Attention. Je vais corriger, j'allais dire je suis pas fan, mais c'est pas vrai. Mais en gros, les boîtes taillées récemment, je suis un peu vigilant là-dessus parce qu'ils sont petits, mais un peu par... Il y a un peu une espèce de traction naturelle de ces boîtes-là. Et ouais, Cursor, ils ont fait 100 millions d'ARR à 30 bonhommes, mais en fait, je pense qu'ils seront 1000 dans un an, tu vois, et ce sera pas très différent, ces boîtes. Je pense que sur des boîtes software complexes, il y a assez peu de boîtes qui ont réussi à faire des trucs sympas en étant petits. Je pense que Notion l'a tenu très longtemps. Ils ont réussi à rester à 30-40 pendant longtemps avec beaucoup de clients et un produit très compliqué, beaucoup plus qu'il n'y paraît. Tu vois, toutes les databases derrière, etc. Ils ont fait rentrer les sales à partir de 10 millions d'ARR, donc après, ils ont été obligés de grossir forcément. Ouais, ils ont été obligés de grossir. Et puis, qui dit tu fais rentrer, on a eu ce débat sur les, pas ce débat, mais cette discussion sur les PM avant. En fait, dès que tu fais grossir ton équipe sales, il faut que tu fasses grossir tes équipes support. Complètement. C'est comme les devs, hein. Tu prends 100 devs, il te faut 10 PM, alors Exactement. que si tu as 5 devs, tu as besoin de PM. Exactement. Et donc, ouais, je pense que Notion, c'est un bon exemple pour nous. Après, il y a aussi beaucoup de boîtes, tu vois, Pigment, par exemple, où je trouve que moi, dans ce que j'essaye de faire, c'est un bel exemple. T'en parles beaucoup de Pigment. Ouais, parce que c'est une boîte complexe. C'est un déploiement complexe d'un produit qui prend 3, 4, 5, 6 mois avec beaucoup d'intégration custom. Et ils ont réussi à remplacer un truc enterprise. Et Pigment, ils ont fait un truc qu'il ne faut jamais faire. C'est-à-dire qu'ils ont passé 2 ans en build. Éléonore, je me rappelle, elle essayait de me tirer plein de devs chez Spendesk, qui étaient des anciens Criteo, c'est une équipe de Criteo. Et les mecs me disaient, ouais, Pigment, il me paye 64+, 84+. Et en fait, elle a passé 2 ans avec des équipes qui buildaient le produit avec des bêta-testeurs, mais franchement, c'était pas du tout fini, machin. Sans mettre sur le marché. Ouais. Et c'est très courageux, et ça a payé. Et le produit qu'ils ont sorti est de très bonne qualité. Donc, ouais, moi, c'est une boîte qui m'inspire vachement, pour le coup. Mais pas dans la même stratégie que nous, parce qu'elle a pris beaucoup de monde qu'elle a payé très cher, très vite. T'as Linéaire dans cette optique, qui reste petit. Je connais pas les chiffres, mais bon, visiblement, est quand même utilisé par 10-15% des équipes produits dans le monde. C'est énorme. C'est plusieurs dizaines de millions d'ARR, peut-être 100, j'en sais rien. Mais, ouais, mais produit très simple, Linéaire. Tu trouves? Ah ouais.
En termes de complexité des workflows, c'est le craft est complexe. Les intégrations sont merdiques quand même. L'UX est complexe. Oui, mais tu vois, tout ce qui est compliqué, c'est pas forcément très bien fait. L'intégration Slack est bien, Intercom c'est bien. Mais par contre, en termes de produit, tu vois, moi je regarde notre workflow produit, juste pour sortir une facture. Tu vois, il y a de la data qui est en base de données, il faut faire plein de calculs dessus. Ensuite, il faut intégrer une gestion des dates, de la compta, de la balance, tu vois, de tout ton le ledger comptable, donc toutes les lignes de code comptable. Enfin, tu vois, il y a énormément de choses à faire en background, etc. Linéaire, il y a beaucoup moins d'enjeux de workflow. Eux, leur enjeu, c'est vraiment presque de l'accessibilité, en fait. C'est comment je garde un truc qui est canon, qui est très rapide et qui permet à des gens d'être productifs. Mais il y a plein de features en sortie qui sont très simples. Tu vois, la feature Customer Request, nous, on l'utilise. C'est rien, c'est des classeurs. Tu vois. Donc, oui, linéaire, effectivement, ils ont réussi à rester petits. Je pense que linéaire, il y a ils sont arrivés au bon moment où tout le monde était un peu fatigué de Trello, de machin. Jira. Ils ont fait une exécution de fou sur la qualité du produit et ça reste aujourd'hui un standard inaccessible, tu vois. Mais il y a ce côté produit plus simple par rapport à Notion qui était un produit très complexe. Stripe est impressionnant. Alors ils sont beaucoup par contre. C'est vrai. Mais en vrai, ils ont gardé une vélocité produit qui, moi, me fascine. Pour la taille qu'ils ont. Ils ont fait des choix orga qui sont particuliers avec la fonction de product engineer que tu vois beaucoup et qui est très différente de ce que tu peux voir ailleurs. Mais après, c'est un peu romancé aussi. C'est le problème de ces boîtes, c'est que maintenant, c'est comme Spotify. Comme beaucoup de boîtes, comme Spotify et les orgas qu'ils n'ont pas utilisés, Basecamp et la méthode qu'ils n'ont pas utilisée, etc. Spotify, tu rigoles, mais c'est eux le standard. C'était eux le standard des squads, etc. Spotify, c'est quand la dernière fois qu'ils ont shippé une feature. Tu vois, je rigole souvent sur ça. Il y a rien de nouveau dans l'app Spotify. Si, il y a les podcasts et tout, mais c'est la même chose. Oui, fonctionnellement, techniquement, tu veux dire qu'il n'y a pas eu de grosses nouveautés. Non. L'audio est toujours horrible en termes de qualité. Enfin, tu vois, il y a plein de trucs qui marchent pas très très bien. Et oreilles sensibles. Ils sont pour revenir à nos moutons, donc on a parlé de priorisation. Je veux bien qu'on revienne sur l'adoption. Et c'était le sujet de ce podcast que j'aurais envie de creuser avec toi. Donc sur l'adoption, ce que je comprends, c'est que donc, toi, tu parles en module, c'est ça, sur Hyperline. Il y a plein de modules différents. Pour que les gens comprennent, vous avez des typologies de clients différentes, du coup, ça c'est normal, qui utilisent du coup plus ou moins certains modules. C'est ça ? Ouais, par exemple, tu vas avoir un client, ce qu'on appelle PLG, donc les product led, type linéaire. C'est pas mon client malheureusement, mais typiquement type linéaire. Eux, en général, ils ont un workflow où il y a un self-serve sur leur produit, l'utilisateur se sign up, il paye tout de suite, il met sa carte, c'est parti. Pas besoin en fait d'équipe commerciale pour les gens. Exactement. Et en fait, tu n'as surtout pas besoin de process de devis en fait. Exactement. Le code to cash, pour eux, il n'y a pas de code to cash, c'est cash. Ils reçoivent une facture dans leur mail et c'est fini, quoi. Exactement. Et à l'inverse, tu as des clients qui eux disent non, en fait, moi j'ai 20 sales qui envoient 10 devis par jour. Parce que je vends à des restaurants, des loueurs, tu vois, des petits business. Et eux, pour le coup, c'est vraiment le process amont qui est complexe. En fait, il faut qu'il y ait des règles dans la gestion des devis, etc. Et donc, du coup, aujourd'hui, on vend une plateforme qu'on a dû rendre modulaire parce que, en fait, ta plateforme entière n'intéresse pas toute personne. En fait, il y a très peu de gens qui utilisent tout. La plupart des gens, ils utilisent une partie spécifique. Et donc, tu peux avoir Hyperline for PLG companies, tu vois, je le dis en anglais parce que c'est ce qu'on met sur le site, mais tu as Hyperline for sales-driven companies, même si aucune sales-driven company ne veut être une sales-driven company, mais la réalité, c'est qu'il y en a pas mal. Et en fait, du coup, on a découpé le produit en différents modules. Donc, tu as toute la partie qu'on appelle CPQ, qui est catalogue plus devis. Donc, c'est comment je gère mes produits, mes prix, à l'international, par exemple, parce que je vends à un prix différent en Italie, à un prix différent en France. Et ça, c'est un module qui peut être utilisé par un client PLG qui veut juste automatiser tout son workflow et mettre un prix différent pour les Italiens et les Français, ou pour un client qui est sales, où les devis ont des prix différents pour les Italiens et pour les Français. Tu vois. Donc, tu peux avoir des utilisations communes. Mais du coup, on a ce module CPQ qui inclut les devis, la signature électronique. On a le module abonnement, qui inclut du coup l'abonnement classique plus l'usage. L'usage étant même limite un module séparé, parce que tout le monde n'a pas besoin, même si tout le monde aimerait faire un peu de usage-based billing pour optimiser les paniers. On a le module facturation, avec la facture électronique. Après, tu as tout le module analytics reporting, tu vois, et on a le module paiement aussi. Donc, on fait de l'orchestration de paiement. En fonction du pays où le client est, on va optimiser pour tel ou tel processeur, etc. Et ces modules-là, en fait, tu peux les acheter tout seul. On a des clients qui achètent CPQ plus la réconciliation, par exemple. Ils ne voient pas le reste, du coup ? Tes clients qui choisissent tel ou tel module. Ils le voient encore. Ils voient tout, ouais. C'est un truc qu'on essaie de petit à petit gommer. Donc aujourd'hui, Hyperline, c'est toujours une plateforme où, alors il y a des plans, donc si tu fais pas d'usage, tu vois pas l'usage, mais globalement, tu vois toujours ton catalogue produit, tu vois toujours ton CPQ. Et là, on va essayer petit à petit, on devait d'abord faire une refonte complète du design system, c'est un truc qu'on fait souvent. On aime bien quand le produit il est un peu fin, un peu léché, donc on le fait de temps en temps. Et ensuite, là, on va essayer de le modulariser à l'intérieur du produit carrément. Pas seulement dans le process de vente et dans la manière dont tu l'utilises, mais juste dire, en fait, si tu n'as pas besoin de l'usage, tu vois pas l'usage. Si tu n'as pas besoin des invoices, tu vois pas les invoices. Après, je sais pas qui a pas besoin des invoices, mais si, tu vois, on a Lemlist. Lemlist font que des devis. Ah, tu bosses avec eux. Ouais. Okay. Ils font que des devis et en fait, c'est Stripe Billing qui gère leurs invoices.
Pour ça, je te disais en arrivant, on est potes avec Stripe. En fait, on leur envoie pas mal de trafic. Vous êtes complémentaires, ouais. Ouais. Et en fait, nous, aujourd'hui, tu peux plugger notre système de devis et notre intégration CRM, qui est notoirement catastrophique côté Stripe, parce qu'ils en font pas, en fait. Donc, c'est fait à la fois à la main, à chaque fois à la main. Et en fait, nous, tu peux prendre juste ça. Et ensuite, tout le reste est géré par Stripe. Et on nous utilise aussi, dans ces cas-là, souvent pour la réconciliation de factures manuelles. OK. Et en fait, tu es payé sur ton compte en banque et tu veux détecter quand tu es payé. Stripe te permet pas de le faire parce qu'eux, ils veulent que tu payes chez eux. Bien sûr. Ouais. Et donc, du coup, nous, on te permet de faire ça, par exemple. OK. Et donc, ce qu'on comprend là, c'est que comme il y a plein de modules différents, toi, ton taf, ça va être de faire en sorte que tes clients utilisent au maximum, adoptent au maximum tous les modules, c'est ça? Je pense que mon taf, d'ici 24 mois, déjà, ça va être de clarifier quels modules sont des bonnes offres en standalone et quels modules, je suis désolé, je fais plein de franglais, c'est horrible. Comme tous les invités, t'inquiète pas. Ah, c'est terrible. Quels modules sont des bonnes offres seuls? Par exemple, CPQ, on sait que ça marche seul. Et quels modules n'existent pas seuls? Tu vois, j'ai encore des doutes aujourd'hui, typiquement sur subscription seul. On a peu de clients qui n'utilisent que pour l'abonnement, quoi. Donc, du coup, c'est déjà clarifier quels sont les modules qu'on va vendre seuls versus quels sont les modules qui doivent être des ajouts, des cumuls, voire même un package complet, un bundle complet du produit. Ça, c'est un. Et deuxièmement, c'est effectivement, est-ce qu'il y a un monde, et je pense qu'il y en a un, la réalité, où tu lands sur un module, donc tu vends ton module CPQ, et ensuite tu finis par arriver à lui migrer ses subscriptions. Et ça, pour moi, ça passe par ce qu'on est en train de faire en ce moment, c'est-à-dire de dire, je viens être la source de vérité de toute ta donnée. Donc en fait, tu fais les devis chez moi. Et ensuite, nous, on va se connecter à... donc on le fait déjà sur Stripe, on le fait déjà sur d'autres outils, sur Pennylane notamment, mais demain, on va peut-être pouvoir le faire sur Chargebee si on arrive à faire un partenariat avec eux, pour dire en fait, on vient lire l'ensemble de ta donnée de Chargebee, et du coup, tu as accès dans Hyperline à tes abonnements, tes factures, etc. Et c'est très clair qu'elles sont dans Chargebee. Et en fait, toi, tu deviens un orchestrateur. Mais derrière, tu peux quand même utiliser notre signature électronique, notre réconciliation, et en fait, tu as déjà toutes tes données dessus. Et donc, la question, elle est là. Est-ce que tu peux vendre ton CPQ et derrière avoir une expansion? Est-ce qu'elle est naturelle? C'est-à-dire, est-ce que le client, naturellement, va cliquer sur importer, connecter, machin? Ou est-ce que c'est nous, en sales, et on doit faire de l'explication? Parce qu'en fait, c'est un nouveau type de plateforme. Aujourd'hui, les gens, ils ont des point solutions. J'ai un truc qui me fait de l'abonnement. Je prends mon truc qui fait de l'abonnement et il fait l'abonnement. Ils n'ont rien par-dessus. Très clair. Tu vois. Quel challenge tu as vécu vis-à-vis de ça? Bah, on en vit toujours. Hein. Si le Ou problème tu vis maintenant, si on peut le faire en mode live. Si le problème était réglé, on serait comme Cursor, on serait à 250 millions d'ARR en 3 mois. Et, non, mais aujourd'hui, les challenges, il y en a plein. Déjà, il y a les gens à qui on le vend. Donc, le billing, je le disais au début, tu as plein de personas différents qui, malheureusement, sont jamais d'accord entre eux. Le Head of Sales et le Head of Finance, ils optimisent deux choses complètement différentes. Sauf que les deux sont impliqués sur le process de devis. Puisque la finance, c'est ce qui va sortir derrière en facturation, et le sales, c'est son sales qui va envoyer au client. Et donc, en fait, on est un petit peu au milieu, et le problème, c'est que l'adoption de l'un n'est pas forcément l'adoption de l'autre, et le champion d'un module n'est pas forcément le champion d'un autre module. Donc, du coup, moi, mon premier point de difficulté, ça a été le sales process. Ça a été comment on explique cette approche modulaire. Comment mes sales, quand ils arrivent en call, ou comment juste notre site, tout simplement, arrive à amener de manière très précise et très claire, Hyperline, ça fait ça. C'est ça le problème. Quand tu as 10 000 modules, NetSuite aujourd'hui, si je te dis qu'est-ce que ça fait, tu vois, c'est compliqué. Donc là, Hyperline, c'est la même chose. Donc, ça a été, comment on explique, en fait, c'est le product marketing. Comment on frame un petit peu ce qu'on fait et comment on arrive à le vendre. Le second, ça a été la difficulté de quand même remplacer les briques dans des process complexes. Même si c'est un petit module, le CPQ, il y a quand même 50 sales qui vont s'onboarder dessus. Il faut qu'ils apprennent à utiliser l'outil. Il faut que ce soit configuré correctement. Et parfois, on a vendu le module CPQ, mais il leur manque un petit truc à dire. Mais ça, c'est sur la partie abonnement. Et du coup, il faut que tu déplaces tous tes abonnements. Et là, ça recrée encore du bruit, du process, du machin. Donc, il y a un peu ce côté aussi où quelles sont les délimitations des modules. Qu'est-ce que tu inclus, qu'est-ce que tu inclus pas? Je parle même pas de pricing, je parle juste de scope produit, tout simplement. Parce que parfois, tu dis, ouais, mais moi, je veux que mon truc, il ajoute la metadata dans l'abonnement. Ah ouais, mais ça, il faut l'abonnement parce que nous, on n'a pas accès à la metadata dans Stripe, par exemple, ou dans Pennylane. Donc, je pense que c'est le second. Et après, le troisième, c'est la cohérence produit. C'est-à-dire, pour mon designer, j'ai un designer aujourd'hui qui, heureusement, est très bon. Mais lui, toutes les semaines, ok, ça c'est un module, ça se vend tout seul. Ah non, ça vous l'avez vendu avec tel machin. Ah ouais, non, du coup, il faut que je le crée. Du coup, puisqu'on est sur un podcast produit, typiquement les settings, tu les mets où? Dans une approche modulaire. Tu as une partie settings avec tout,
où tu mets les settings par module. Des settings séparés, ouais, exactement. Et ça devient merdique de faire des settings séparés parce qu'il faut que tu paramètres chacun en plus. Tu sais plus où ils sont. Ouais, et du coup, là où tu mets chaque setting devient d'autant plus important que ça se trouve, tu n'y as pas accès en fait. Tu vois. Donc ça, c'est du parcours ou de l'UX, peu importe. Ouais, mais en fait, ça crée pas mal de questions comme ça. Mais c'est essentiel dans ton produit. Et qui demande du changement. Et c'est pour ça que je te disais, en fait, on retravaille les design systèmes en permanence. Mais nous, c'est le socle parce que notre capacité à itérer rapidement sur le produit, à modulariser le produit, c'est le design system en fait qui la drive. Tu vois. Et donc, on est obligé d'itérer beaucoup là-dessus. Donc, je dirais que c'est un peu les 3 trucs qui nous ont posé des problèmes. Après, demain matin, je me rappellerai de 1000 autres choses. Hein. Non, mais on va creuser ça. Donc là, tu as parlé d'adoption. On s'était dit en préparant l'épisode que probablement que la métrique principale que tu regardes pour ça, c'est le temps que tes clients mettent à obtenir de la valeur sur leur demande. En fait, donc le time to value, si on le fait en anglais, et qui est une métrique qui est répandue dans les équipes produits et tech. Ce qui m'intéresse, c'est... donc là, je comprends que c'est live, en fait. Ce qu'on dit là, c'est qu'il y a encore des choses à faire. Imagine qu'il y a des choses qui ont été faites. Si je l'avais craqué, je serais en vacances. Bon, bah, c'est bien. Non, mais souvent, les invités viennent en me parlant d'un truc qui s'est passé il y a 2-3 ans. Donc, c'est cool que tu viennes me parler un peu d'actu. Je suis chaud qu'on parle de plusieurs volets. On a parlé beaucoup de produits, donc j'aimerais bien qu'on creuse un petit peu ça. Mais tu vois, ce qui m'intéresse, c'est peut-être qu'il y a eu des modifs d'un point de vue orga, process dans tes équipes, des choses que tu as un peu modifiées. On peut en parler aussi, tu vois. Tu as parlé de product marketing. Donc, j'imagine que sur les sujets de distribution, il y a des choses. Enfin, bref, chaud qu'on creuse un peu tous ces trucs-là pour voir un peu ce que tu as testé, des trucs que tu n'as pas encore testé, des trucs qui n'ont pas marché, tu vois, un peu des erreurs que tu as faites qui deviendraient. Si on commence avec le produit, par exemple, tu viens de dire à l'instant qu'il y a eu une histoire de cohérence produit, de scope produit. C'est quoi là les trucs qui te viennent à l'esprit quand je te demande un peu ce qui a été fait ou ce que tu comptes faire? C'est intéressant. Pour maximiser du coup le time to value, je reviens. C'est intéressant la cohérence produit parce que c'est un sujet qu'on a énormément. C'est-à-dire en fait, comme tu as 1 milliard de trucs différents qui font 1 milliard, il faut que tout communique correctement. Et donc, effectivement, un exemple bête, c'est toutes les options de ta facture doivent être transcrites dans l'abonnement. L'abonnement, des fois, il est fait depuis un devis. Donc, ça veut dire qu'il faut que tous tes settings de ton invoice soient non seulement dans l'abonnement, mais aussi dans le devis. Devis, t'en fais 10 par jour par sales, soit 50 sales. Donc, du coup, il te faut un template. Tu vas pas avoir le sales que fait à chaque fois. Et donc, ce template, il faut qu'il ait accès à tous les settings de l'invoice, de l'abonnement, du machin. Tu vois, c'est un peu ça. Tu parlais de cohérence. En fait, on a un vrai enjeu sur Hyperline de comment tu propages des éléments de configuration du produit, que ce soit de la configuration hyper spécifique, mais aussi juste de la configuration de ce coupon-là, il existe à cet endroit-là et tu as le droit de le mettre ou tu n'as pas le droit de le mettre. On a un vrai enjeu de comment tu propages ça. Et ça, c'est un vrai sujet. Je ne sais pas si tu veux qu'on rentre dans le détail des sujets avec plaisir, UX, let's go. Mais ça, c'est un vrai sujet UX pour nous. C'est à quel moment tu permets aux gens de customiser, d'overrider, puisqu'on a le gars qui utilise pour son produit PLG, bah lui, il n'utilise jamais les devis, donc il a besoin des settings qu'à un endroit, mais l'autre, la configuration, il en a besoin à tous les niveaux. Tu vois, il faut vraiment que ce soit à 10 endroits différents. Et donc, on a un vrai enjeu de cohérence d'un bout à l'autre, où parfois, tu as une configuration qui est sortie à l'endroit A, et parfois, cette configuration, elle n'est pas dispo à l'endroit B. Et donc là, c'est l'enfer. Et donc là, moi, j'ai envie de te dire, toujours dans mon esprit un peu minimaliste, de toute façon, on ne peut pas tout savoir avant. On ne peut pas rien oublier. Quand on sort une feature, quand on sort un nouveau setting, c'est DHH de Basecamp qui avait dit ça, où en fait, lui, il dit, moi, je trie, je note pas. En fait, j'oublie les choses, et si j'oublie pas, c'est que c'est important. J'ai un peu ce truc-là aussi, alors évidemment, lui, il peut, voilà, mais j'ai un peu ce truc-là aussi de dire, en fait, on va oublier des choses, et c'est pas grave. On y va en avance, on le sort, et si un client râle, c'est qu'on a oublié quelque chose. Et si personne ne râle, c'est que ça sert à rien de le faire. Et je pense que ça a été quelque chose de difficile à mettre en place, notamment dans la tête de mon designer, qui est quelqu'un de très exhaustif, mais aussi dans la tête des équipes techniques, des équipes commerciales, des équipes support, onboarding, qui ont ce besoin de dire, ouais, mais il y a tout, il faut absolument que je dise qu'il y a tout, les sales, tu vois, ouais, mais on me pose cette question. Tu dis, non, l'enjeu, il est pas là. L'enjeu, il est de remonter d'un niveau si on te pose une question trop détaillée, mais l'enjeu, il est pas que le produit soit parfait partout. Donc je pense que tout produit modulaire aura ce genre de problème-là, de comment tu propages tes configurations et tes éléments d'un bout à l'autre. Et ça, c'est vraiment important de se dire, j'accepte que tout ne soit pas parfait. Okay. Ça a été je pense, le premier truc organisationnel que j'ai mis en place. Le second, c'est la partie pas de PM. Donc aujourd'hui, le PM, c'est moi. Ou le designer, ou les devs, ou le CTO. Mais en tout cas, il n'y a pas de gens, il n'y a personne chez Hyperline qui est product manager. La raison pour faire ça, c'est qu'en fait, il faut énormément de contexte sur chaque feature, comme on disait, pour oublier le moins possible. Qui connaît mieux la fonctionnalité que le dev qui a bossé dessus? Pas grand monde. Si tu mets un PM, et je l'ai vu chez Spendesk x50, tu mets un PM dans une équipe qui tourne très bien toute seule, le dev se repose sur le PM, ne réfléchit plus. Ah non, ça c'est un problème produit. On l'a tous vécu ça. Ah non, ça c'est un problème produit. Et ça, moi j'ai horreur de ça. Parce qu'en fait, pour moi, c'est pas un problème produit. Le problème produit, c'est le problème du dev, c'est le problème du designer, c'est le problème de tout le monde. Donc le fait de ne pas intégrer de PM, ça force mes équipes de dev à se poser la question. Et donc du coup, tu vois, ça limite le nombre de fois où tu as un truc, ah on a oublié ça. Ah oui, mais c'est le produit qui m'a pas mis dans les specs. Non, parce qu'en fait, le dev, là, il est un peu, il se dit, ça si j'oublie, je vais devoir le refaire après. Il y a un client qui va râler au support. Les devs font du support.
Tu vois, ils sont sur Intercom en train de répondre, ils ont 2 jours de shift tous les 15 jours. Et donc, du coup, ça a permis de créer cette espèce de proximité au client qui fait que tu évites, entre guillemets, que ta modularisation soit un peu hors d'atteinte, seulement la responsabilité des produits. Et du coup, tes équipes techniques, elles comprennent rien, elles intègrent mal les choses. Ton designer, il est scopé sur un module. Et tu sais, tu as 2 modules qui se parlent pas à la fin parce que tu as 2 squads. Et puis les 2 modules, ils s'intègrent pas bien ensemble. Bah, ça évite vachement ce truc-là. Donc ton choix d'orga, là, c'est de ne pas faire venir de PM, de ne pas recruter de PM, de pas monter. Donc ça veut dire quoi? L'organisation, elle est faite comment aujourd'hui? Ça veut dire que tu gardes un nombre de devs qui est suffisamment petit. Alors évidemment, on a le luxe de le faire aujourd'hui. Demain, si je dois avoir 15 devs, ça va être plus compliqué. Mais on a un nombre de devs qui est suffisamment petit aujourd'hui pour qu'il n'y ait pas de scope défini. Donc en gros, combien de devs? Il y a 7 personnes qui dev aujourd'hui. D'accord. Donc entre les gens qui sont devs, Clément qui est le CTO et moi, mais il ne faut pas le dire trop fort. Et donc du coup, cette personne, pour pas mal de boîtes, c'est déjà trop compliqué à opérer en un avec un et priorité à la semaine, tu vois. Mais nous, on le fait plutôt bien. Et en fait, ça, l'organisation, bah, du coup, c'est ce que j'allais dire, elle vient se faire à la semaine parce que 2 semaines, ça devient déjà trop long. C'est priorité le vendredi soir. Il n'y a pas de stand-up, il n'y a rien de tout ça. Nous, on a un truc un peu à la Elon Musk, même si c'est un mot, il ne faut plus le dire, mais il y a un truc un peu Elon Musk, c'est t'as fait quoi cette semaine? Tous les vendredis, et c'est le seul reporting qu'on a et ça suffit largement. L'idée, c'est vraiment que les devs viennent amener. La question, c'est what did you achieve this week? C'est pas ce que tu as fait, ouais, je passais du temps à faire de la QA. Ça, je m'en fiche. Il n'y a rien achieve en faisant de la QA. Qu'est-ce que tu as sorti? Qu'est-ce que tu as release? Qu'est-ce qui a impacté les clients? Qu'est-ce qui a dépanné quelqu'un? Ça, c'est ce genre de choses-là. Donc, on a vraiment cette espèce de truc où on travaille à la semaine, du coup, avec des cycles beaucoup plus restreints, avec des devs qui sont ultra autonomes et qui, eux, doivent demander s'ils n'ont pas la réponse. C'est-à-dire que c'est pas nous qui leur poussons l'information. Il n'y a pas de spec chez nous. 0 spec. C'est design only. Et c'est la responsabilité du dev de venir poser la question s'il lui manque du contexte. Et si sur la feature et qu'il manque des choses, bah, c'est son problème à lui, entre guillemets. C'est-à-dire que c'est à lui de se débrouiller, de réparer le problème. Et comme il est au support en général, tu vois, tous les 10 jours, donc ça va assez vite, tous les 15 jours, bah, il se prend assez vite le mur de « Ah oui, j'ai oublié ça, sur le PDF, on n'affiche pas le truc. Ah oui, c'est quand même un problème. » tu vois. Je pense que ça a du sens, en effet, à 15, tu vois. Mais je suis curieux de voir ce que tu vas faire à 30 ou 40. Parce que je sais, donc, pareil, on l'a fait en off, tu m'as dit, tu as une opinion assez tranchée sur le fait que t'es pas hyper aligné avec le rôle du PM aujourd'hui, ou de la PM d'ailleurs. Quand je dis du, c'est pas forcément un mec. Comment tu feras à 50 quand tu auras 25 développeurs si on garde ces proportions, quoi? Ouais. On a fait chez Spenesk, j'ai fait pas mal de tests. On a fini sur un module très carré, squad, et d'ailleurs qui a confirmé exactement tout ce que je dis, c'est-à-dire que c'est comme l'Assemblée nationale. C'est formidable pour éviter les changements brutaux et les trucs qui pourraient te déstabiliser. Par contre, c'est catastrophique quand il s'agit d'avancer, d'avoir 25 000 squads où tout est opéré par des meetings le lundi matin avec un Excel. À la fin, on avait des PMO. Donc, tu avais les PM et les PMO qui étaient là pour synchroniser les PM. C'est quand même incroyable. Moi, je pense que la réalité, c'est qu'un modèle d'opération sur une boîte où tu es 15, tu peux le dupliquer. C'est-à-dire que tu peux avoir à l'intérieur de la boîte plusieurs modèles où tu es 7 devs, 8 devs, 10 devs avec un designer. La réalité, c'est que on se force à dire une squad, ça doit avoir un scope très défini, ça ne passe pas sur les plates-bandes de l'une de l'autre. Une feature, c'est 3 devs qui bossent dessus ou 2 devs qui bossent dessus plus un designer. Moi, je pense que la réalité, elle n'est pas là. La réalité, c'est que si tu recrutes des gens qui sont produits, ils doivent être business. C'est-à-dire ça doit être des produits, mais qui réfléchissent à la distribution, à l'impact, à l'expansion, à comment on va packager et vendre cette feature. C'est pas des gens qui sont là pour écrire des specs toute la journée, ça je trouve ça absurde. Et du coup, un PM peut gérer plusieurs équipes dans ce cas-là. Si tu as ce type de PM-là, il n'est pas obligé d'avoir sa squad où il opère le sprint, le stand-up meeting, la synchro avec les autres PM. Non. Parce qu'en fait, lui, il est là pour comprendre, OK, demain, à quoi ressemble le produit, dans quelle direction on va, comment on le package, comment on le vend, travailler aussi sur le product marketing. Tu vois, c'est limite un rôle PMM/PM. Et du coup, ça veut dire que tu as beaucoup plus de contexte partagé déjà. Tu peux avoir des devs qui bossent sur des features. C'est-à-dire, moi, j'ai un dev qui bosse sur une feature transverse. J'ai pas besoin qu'un dev bosse sur la partie quote, devis, et un dev bosse sur la partie abonnement de la nouvelle config qu'on ajoute. Tu peux avoir des devs transverses. Et en fait, pour moi, l'enjeu, il va être là. Il va être... Et chez Spenesk, on n'a pas réussi à le tenir. Donc, en fait, est-ce qu'on va réussir à le tenir chez Hyperline? C'est une bonne question. Maintenant, c'est ma boîte, donc j'ai plus mon mot à dire. C'est comment on va réussir à tenir cette petite organisation et comment on va réussir à la dupliquer en interne tout en gardant une direction commune et des gens qui sont cross-fonctionnels et qui arrivent à comprendre toute la plateforme. Et moi, je pense que ça dépend vachement de qui tu recrutes, quel est le niveau des gens que tu recrutes et de l'autonomie des devs dans tes équipes. Et après, forcément, il y a un moment, l'organisation deviendra grande, il faudra la séparer d'une manière ou d'une autre, mais je pense qu'on pourra toujours la séparer par sous-produit, par module, d'une manière qui reste intelligente, intéressante et sur laquelle on doit garder de la vélocité en tête. C'est des vases communicants. Tu peux pas avoir 100% vélocité, 100% pas de risque, 100% de communication. Enfin, tu vois, à un moment, il y a des triangles, tu peux pas tout avoir en même temps. Donc, tu m'as pas répondu. PM ou pas PM quand ça grossit?
PM, mais qui n'est pas un product manager au sens où on l'entend aujourd'hui. En fait, donc c'est quoi le sens où on l'entend aujourd'hui du coup ? Le sens où on l'entend aujourd'hui, c'est ce que j'appelle un project manager glorifié. Donc en gros, c'est des gens qu'on a recrutés, mais comme on avait beaucoup d'argent, moi c'est mon analyse de l'histoire. On a recruté des gens, on avait beaucoup d'argent dans les startups, on avait beaucoup levé. Donc on a recruté des profils qui étaient complètement surcalibrés par rapport au rôle réel qu'on leur demandait de faire, qui était de synchroniser du travail d'ingénieur. Donc forcément, ces gens-là, au bout d'un moment, ils ont eu des attentes de carrière, il y a eu des discussions, et on a dit, OK, comment on augmente le rôle du PM ? Et donc on leur a donné une espèce d'importance, le mini-CEO de la squad, la personne qui décide de la roadmap, la personne qui écrit les specs, voilà, on leur a ajouté plein de trucs sur le plat, et on a créé un espèce de rôle hybride, où la réalité de la raison pour laquelle ils sont là, c'est, je dois gérer 5 devs qui ne sont pas capables de gérer tout seuls, et la finalité, c'est qu'ils ont une espèce de responsabilité dont ils n'ont absolument pas les outils pour la mener à bien, parce qu'ils n'ont pas le pouvoir sur les devs, ils n'ont pas le pouvoir sur la stratégie produit, enfin souvent ils dépendent de pas mal de choses. Donc pour moi, l'enjeu il n'est pas là. L'enjeu il est de dire, il faut quelqu'un pour décider sur quoi on va travailler, comment on va le packager, comment on va le distribuer. Cette personne pour moi, elle est business. C'est pas une personne qui est là pour faire des specs. Ça c'est des rôles de dev et de designer et ils savent très bien le faire. Donc oui, mais si c'est un PM qui est business first et qui n'est pas là pour gérer la squad. 1000 fois d'accord. Je pense qu'en fait, ce que tu définis, c'est le rôle de ce que devrait être un PM. Et c'est marrant parce que tu vois, j'étais en novembre dernier à San Francisco pour comprendre justement ça. Quel est le gap entre là-bas et ici ? Et je pense qu'on pâtit d'un truc en France, c'est qu'on pâtit d'un héritage d'ingénieur. Je suis ingénieur moi-même et toi aussi. Qui est qu'on a mis beaucoup de techniques partout. Et quand tu poses la question de la perception de ce métier aux US, c'est quoi l'équipe produit, où elle est ? Tout le monde te dit que c'est un métier business. En tout cas, les gens que j'ai rencontrés. Enfin, c'est pas un échantillon statistique énorme, mais quand même. Non, mais je suis d'accord. C'est 30 rendez-vous dans la semaine. Aussi. En France, tu parles à des fondateurs, des dirigeants de boîtes, pas des gens comme toi, des gens tu vois, qui n'ont pas forcément cette culture produit, qui viennent d'un parcours plutôt commercial. Quand tu leur poses la question, le PM est plutôt vu comme quelque part une ligne sur un PP. D'ailleurs, le PM est souvent, on dit, il est dans mon équipe tech, tu vois. C'est une nécessité. Ça veut tout dire. T'en as besoin parce que t'as exactement, exactement. Et moi, je suis 1000 fois d'accord avec toi qu'en fait, le PM devait être responsabilisé sur son impact business et que c'est une extension, ni plus ni moins, des dirigeants pour aller atteindre les objectifs des dirigeants. Et après, c'est la transposition technique, quelque part, parce qu'ils comprennent un peu quand même ce que veut dire un dev et ce que le dev fait. Mais de là à juste travailler pour les devs, c'est l'erreur qu'on voit dans beaucoup de boîtes. Et plus elles sont grosses, et plus on voit cette erreur. Quoi. Ouais, et puis ils font les wireframes avec le designer, ouais. Et puis après, ils font le stand-up, et puis c'est eux qui reportent, et on leur dit, ouais, pourquoi ça n'a pas avancé cette semaine ? Je sais pas, machin, il m'a dit qu'il avait des bugs. Ah, il y a trop de bugs. Ok, task force pour les bugs du PM, machin. C'est pas leur métier. Non, mais 1000 fois d'accord. Ça ne devrait pas. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a recruté des gens qui sont pas business en fait. Et c'est des skills de project manager pour la plupart que j'ai rencontrés et ils ont du mal à comprendre. C'est difficile de packager une feature, de la distribuer, de comprendre un marché, qui l'achète, combien. Moi, c'est un métier, je me rends compte depuis 3 ans parce que c'est le mien en tant que CEO, c'est moi le distributeur en chef. C'est difficile. Et tu as aussi des dirigeants quand même pour bosser avec beaucoup de boîtes sur mon activité à côté. Tu as plein de dirigeants qui veulent que le PM soit comme ça. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas que le PM vienne court-circuiter quelque part. Donner un avis sur une stratégie, donner un avis sur comment faire un peu différemment pour atteindre des objectifs. Tu vois, ils ne veulent pas. Donc, tu as un peu les deux quand même. Tu vois. Ouais. Et est-ce que ces gens-là, ils n'ont pas été recrutés des PM aussi dans des boîtes où c'est pas forcément les bons profils ? Souvent, ils vont voir, ah ouais, il était PM chez Airbnb, c'est exactement ce qu'il me faut. Bah non, si tu vends un SaaS dans la finance, il ne faut pas un PM de Airbnb. C'est pas du tout le même métier, quoi. Je pense que là, on fait des généralités et qu'il y a des erreurs de recrutement. Mais en tout cas, je pense que le problème de langage et de périmètre de ce métier, il est très, très mal compris en France, hormis par quelques-uns comme toi, à nouveau, qui, toi, en plus, t'as un parcours particulier. Tu vois, t'as fait de la tech avant, tu sais comment c'est. T'as vu les emmerdes que c'est que de bosser, de collaborer avec des équipes pour sortir un produit. Donc, mais hyper intéressant. Donc là, on a parlé de produits, on a parlé d'orga, on a parlé de process, la façon dont tu vois les choses. Mais minimalisme, c'est toujours le mot-clé. Et effectivement, j'ai noté ça, tu l'as dit dès le début sur le produit, c'est-à-dire de se dire on attend que les clients limite s'arrachent la fonctionnalité, nous fassent des gros retours, etc. Donc ça, je le comprends. Et c'est le mot effectivement qui tient sur tout ce que tu m'as dit. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu d'un point de vue, tu as parlé de product marketing au tout début. Donc si on prend product marketing / go-to-market, distribution de tout ce que tu sors, est-ce qu'il y a des choses que tu as testées là-dessus, à nouveau, toujours dans ce but de maximiser le time to value ? Est-ce qu'il y a des choses qui te viennent en tête là, quand je te pose cette question ? En permanence. Et d'ailleurs, là, on est dans un gros sujet de refonte de la manière dont on communique. Donc aujourd'hui, Hyperline, au départ, ça s'est beaucoup exprimé sur l'automatisation, gagner du temps, machin. Après, on est passé vraiment sur le what, tu vois, le logiciel. C'est-à-dire, on vend
le meilleur outil de billing, le plus simple à intégrer, le plus fluide, le most advanced quoting system. Tu vois, on a vachement appuyé sur ça parce qu'on avait l'impression que c'est ce qui, sur notre persona, c'est-à-dire les financiers et les ops, qui sont des gens qui attendent beaucoup d'exhaustivité de leurs outils, c'est-à-dire qu'ils veulent avoir le contrôle sur tout. On avait l'impression qu'il fallait vachement leur parler de manière précise pour leur expliquer ce qu'on vendait. Parce qu'on résolvait comme problème ce qu'on vendait. Et il y a 3 à 6 mois, on a reshifté maintenant. On a dit en fait, non, on va retravailler un product marketing, mais beaucoup plus sur les pains du quotidien, parce qu'en fait, on s'est rendu compte que, notamment les gens en dehors de l'économie SaaS, donc l'économie un peu plus traditionnelle, qui sont des gros consommateurs de ce genre de produits, n'ont pas forcément la notion des choses qui ne devraient pas se passer comme elles se passent. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que j'ai discuté avec un directeur financier il n'y a pas longtemps qui a 20 personnes qui font de la facturation. Ils prennent des bons de commande dans des mails et ils font les factures. Et ils se trompent une facture sur 10 à peu près. Il y a une erreur et donc la facture revient, ils sont payés 90 jours après. C'est énorme. C'est un grand groupe. Ouais, c'est un grand groupe. Et ça ne le choquait pas. Wow. Il dit, on est plusieurs à faire ça. Enfin, la plupart des groupes fonctionnent comme ça. C'est toujours fonctionné comme ça. Ces gens-là, je ne les paye pas très cher. Je dis, mais attends, on ne se rend pas compte là que, en fait, ce mec-là ne savait pas qu'il y avait un monde, j'espère qu'il n'écoute pas, dans lequel tout ça, ça n'existe pas. C'est automatisé, les bons de commande, ils sont processés automatiquement, surtout que maintenant, on est tout à fait capable de faire le OCR et de faire plein de choses dessus. Et en fait, ils ne le savent pas. Et on s'est rendu compte qu'en étant très descriptif sur notre produit, on parlait à une sous-partie des directeurs financiers et des opérations parce qu'eux, ils sont dans la tech et ils savent ce que c'est qu'un outil de facturation à l'usage. Mais en fait, la majorité des gens, non, ils veulent qu'on leur parle, ils veulent qu'on leur... Enfin, ils ont besoin qu'on leur dise que ça, c'est pas normal. Ça ne devrait pas se passer comme ça. Et c'est vachement ce qu'on travaille en ce moment. Et du coup, on va lancer des campagnes de com avec beaucoup de vidéos, beaucoup de choses, tu vois, qui sont un peu plus accessibles pour les gens. Parce qu'aujourd'hui, on était initialement trop technique dans notre pain, puis trop sur le produit. Et là, on va essayer d'ouvrir beaucoup plus. De dire, en fait, non, c'est pas normal que ça se passe comme ça. C'est pas normal d'attendre 180 jours que quelqu'un te paye. Donc, c'est d'essayer de... Ça veut dire quoi dans votre distribution ? C'est de marteler des gros messages, des messages qui sont un peu des messages manifestes ? Ça veut dire que le billing, comme c'est un produit critique qui demande l'implication de 5 équipes différentes, c'est pas un produit que tu vends en call-callant. C'est pas un produit de call-call. Vous faisiez du call-call à la base ? On en fait, parce que ça te fait quand même tes 3-4 démos par semaine et on le fait. Mais en fait, on sait aujourd'hui, c'est pas notre manière de faire. Moi, 80% de mon chiffre d'affaires aujourd'hui vient de l'inbound. Ok, donc la distribution et inbound. Ça n'a pas beaucoup évolué depuis le début ou il y a eu des changements ? Ça a toujours été inbound. Ok. Et tu vois, c'est marrant qu'on fasse beaucoup de call-call ou pas, ça a toujours été inbound quand même. Même les grosses boîtes. Mais surtout les grosses boîtes. Intéressant. Les plus gros RFP qu'on a fait, c'était de l'inbound, systématiquement. Ils nous répondent pas quand on les appelle. C'est quoi tes actions inbound ? Justement, c'est tout le sujet du moment. C'est de dire, en fait, inbound, traditionnellement, nous, on utilise beaucoup LinkedIn. Alors, ça paraît, c'est pas une stratégie inbound. Bah si, en fait, parce que tu vois, sur les 2 dernières semaines, alors ça ne m'était jamais arrivé, mais je fais 1 million de vues. Et ça se transcrit en sign-up parce que je fais 2 posts qui ont percé de fou, dont un sur les taxes françaises. Ah, j'ai vu ce post passer. Et tout le monde l'a vu. On est en mars en ce moment, l'épisode doit sortir assez vite. Mais... Voilà, le CEO de Linear m'a reposté, tu vois, et en fait, ça te fait un reach de fou. Mais ça se transcrit en sign-up. Enfin, c'est-à-dire que... Tu l'as fait pour ça stratégiquement ou tu l'as fait juste parce que c'était quand même un post avec des convictions personnelles ? Non, celui-là c'est un post avec des convictions, mais le fait de poster sur LinkedIn aussi souvent, c'est pas parce que ça me fait marrer, c'est parce que c'est aujourd'hui notre premier canal d'acquisition. Tu le postes tous les combien de temps en fréquence ? J'essaie de faire 3 posts par semaine. D'accord. Mais si je fais un très gros post, je le laisse, tu vois, je vais pas en refaire tous les jours. Et donc, du coup, on a un canal d'acquisition qui est très important, qui est LinkedIn, et qu'ensuite on utilise pour donc, on a de l'événement, on a du webinar. Je parlais des webinars tout à l'heure avec le Setup Studio. Donc, on va faire des webinars, on va faire des événements physiques, on va faire etc. Mais tout ça, on le drive de notre audience LinkedIn. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai 100 personnes qui viennent à mon événement RevOps parce que sur LinkedIn, il y a des gens qui me suivent et qui suivent notre communication, qui aiment bien notre marque. Tu vois, c'est des petites choses qui, mises bout à bout, font qu'en fait, il y a naturellement des sign-up. Et en fait, là, ce qu'on est en train de faire, c'est de professionnaliser un petit peu cette stratégie inbound. C'est-à-dire que maintenant qu'on a compris qu'il y avait des marqueurs identitaires importants pour les gens, pour se dire ça, c'est une boîte sérieuse. Donc, CEO qui fait des posts un peu sérieux et qui est assez retweeté, marque assez jolie, que quand tu arrives sur le produit, tu comprends assez vite ce qu'ils font. Maintenant, on va pouvoir avoir une stratégie qui est beaucoup plus positionnée, beaucoup plus forte. Donc là, on va faire beaucoup plus de vidéos, on va faire beaucoup plus de contenu expert, tu vois, pour essayer de créer de la confiance en fait autour de la marque, puisque les gens nous connaissent. Et s'ils te font pas confiance, ils vont aller sur NetSuite. Sauf que NetSuite, c'est horrible, tu vois, pour le billing. Donc du coup, ils ont ce truc-là de ah ouais, mais est-ce que c'est vraiment safe ? Et donc là, ça va vachement s'axer là-dessus. Donc beaucoup de vidéos, beaucoup de contenu expert. On va faire, alors c'est pas du podcast, mais on va faire un peu, je t'en parlais au début, tout ce qui est customer story. On va essayer de le tourner de manière beaucoup plus sympa parce que les gens les lisent pas les customer stories. C'est juste pour dire que tu l'as sur ton site. Mais en fait, moi, ça m'intéresse pas de faire du contenu juste pour dire que je l'ai. Moi, ça m'intéresse de faire du contenu que les gens vont écouter. Et donc du coup, on va beaucoup travailler là-dessus et le SEO depuis le début. Ça fait 3 ans qu'on fait du SEO. Depuis le tout début, je l'ai lancé. Et aujourd'hui, on rank super bien sur beaucoup de sujets.
Excellent. Là, tu nous as parlé à nouveau, donc pour monter votre time to value, on a parlé produit, orga, process, distri / go-to-market. Est-ce que tu vois autre chose qu'on n'aurait pas abordé? Sur le time to value, il y a un vrai sujet d'onboarding. Je pense que d'ailleurs, c'est ce dont on s'était dit qu'on allait parler aujourd'hui, puis on n'a toujours pas parlé. Mais le sujet de l'onboarding, il est super important. Et c'est une discussion que j'ai eu avec nos invests beaucoup, qui me disent, mais c'est trop long d'onboarder les clients. Ils me disaient ça il y a un an. À raison d'ailleurs. C'est pas normal, Lucas. Regarde le nombre de clics qu'il faut avant d'avoir de la valeur de ton produit, c'est pas normal. Genre, ouais, mais c'est un produit compliqué. Et c'est pour ça qu'on l'a modularisé. C'est en fait de dire comment, dans mon process d'onboarding, je fais en sorte que mon client tire de la valeur de mon produit qui lui donne envie d'y retourner. Allez, on va dire qu'il y a, pour des trucs un peu techie, RevOps, il y a 30 minutes. Pour un CFO, il y a 5 minutes d'attention. Personne passe 6 heures à setup un produit pour essayer d'en tirer de la valeur. C'est très facile quand tu fais du B2C. Tu vois, une appli de sous-titres pour tes podcasts, en 2 secondes, tu vois si ça marche ou pas. Et si ça marche, tu la gardes. L'exemple le plus connu du moment, c'est ChatGPT. Voilà, tu arrives, tu mets un prompt de 2 lignes, il va te sortir un truc, tu as l'effet waouh. Et là, en ChatGPT, j'ai pas les stats, mais je pense qu'en 15 secondes, tu as la valeur. Ah oui, immédiatement. Donc, time to value très faible. C'est pour ça qu'on a des courbes complètement dingues sur les outils actuels on en parlait d'IA, sur lesquels tu disais que c'était compliqué d'avoir des équipes pareilles, parce qu'on a des boîtes comme Lovable, Cursor et tout, qui font Lovable, je crois que c'est 20 millions d'ARR en 2 mois. Enfin, il y en a 6 des Lovable, tu vois. Ouais. J'ai un dev ce matin qui me disait qu'il en avait testé un autre, ça marchait encore mieux. T'as V0, Cursor, Replit, Lovable, il y en a beaucoup. Replit, ça fait 10 ans qu'ils sont là. Oui, c'est vrai, t'as raison. Le market prend maintenant, mais t'as raison. Ils étaient 5 ans avant eux. Oui, t'as raison. Autre débat. Mais donc, sur l'onboarding, donc du coup, tu me disais, qu'est-ce que tu as tenté, qu'est-ce qui fonctionne pour vous, qu'est-ce que tu as mis en place? Le sujet, il était de dire, OK, on a un time to value qui est trop long, c'était en moyenne, il fallait 1 heure, 1 heure et demie pour arriver à setup quelque chose. Et donc, du coup, j'ai dit. C'est hyper long. Donc, et là, mon designer est venu me voir, je me rappelle, il m'a dit, oui, il faut qu'on améliore notre onboarding, c'est trop long, machin. Moi, j'étais là, non, pas qu'on améliore l'onboarding. Le problème, c'est pas ça. C'est que de toute façon, personne ne fera une facture en 30 secondes et l'enverra à son client final. Enfin, c'est trop important, tu vas y passer du temps, tu vas créer ton catalogue, tu vas regarder tes machins. Donc, c'est pas ça. La question, elle est, qu'est-ce qu'on peut extraire de notre produit initial? Et c'est ce qui a amené la modularité d'abord. Qu'est-ce qu'on peut extraire de notre produit initial pour que les clients, quand ils se connectent sur Hyperline, ils aient de la valeur en, je sais pas, allez, 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes. Et donc, en fait, l'enjeu, il n'était pas d'optimiser le flow d'onboarding, ça, on l'a gardé relativement similaire, il est d'optimiser quelles sont les premières actions que tu fais sur Hyperline. Et on était tous là, au début, c'était, ouais, faut que tu puisses créer une invoice, faut le bouton Create Invoice Suite, genre, ah non, ou créer abonnement, tu vois. Ah non, pas créer abonnement tout de suite. Ce que tu veux, c'est peut-être connecter ton CRM, avoir les deals qui remontent. Tu vois, tous les customers avec l'ARR, etc. Ou alors connecter ton logiciel comptable, faire remonter toutes les factures pour pouvoir avoir ta dashboard qui commence à s'illuminer, parce que tu ne l'as pas dans Penny Lane, tu n'as pas de dashboard business, c'est pas fait pour. Tu connais ton Penny Lane, tu as ta dashboard, ça remonte, tu as ton ARR, tu n'avais pas vu ton ARR jusque-là. Alors évidemment, il n'est pas parfait, il faut le tweaker, mais ça te donne envie de venir le tweaker. Je comprends, en fait, le time to value final. Donc toi, en fait, il y a 2 choses. Il y a le time to value, c'est-à-dire que la première valeur que tu obtiens, qui n'est pas forcément la valeur finale que tu attends, c'est-à-dire faire une facture. Ça, c'est la mission finale de ce que toi, tu apportes. Par contre, tu vas diviser, en fait, cette durée pour aller chercher la facture. Exactement. Tu vas la diviser en plein de petits effets wow, si on peut dire ça comme ça, qui sont en fait la valeur que tu apportes le long du parcours, c'est ça? Comment je te donne envie de faire la prochaine exploration? Hyper intéressant. C'est les escaliers. Et ça, c'est hyper important. Et aujourd'hui, ça, on l'a fait, ça fait 6 mois qu'on le fait, mais on le fait toujours, en fait. Je suis toujours en train de découvrir des nouvelles marches dans mon escalier, où l'idée, c'est que chaque marche soit le plus petite possible, mais que ça te donne systématiquement envie de mettre ton pied sur la marche du dessus. Tu vois, tu découvres quelque chose à chaque fois. Et donc ça va être les intégrations, ça va être amener beaucoup de données dans Hyperline au départ, parce que c'est ça qui prend très peu de temps, te permettre de la retraiter, te permettre de la retravailler. Tu vois, récemment, avant, on avait des connexions bancaires, et en fait, on te permettait de rentrer uniquement les transactions entrantes. Donc, uniquement ce que toi, tu reçois sur ton compte. J'ai ouvert récemment notre intégration pour que tu puisses aussi rentrer les transactions sortantes. Donc, tout ce qui sort de tes comptes. Et comme tu connectes tous tes comptes naturellement sur la plateforme, on est capable de détecter quels transferts sont internes, externes, ce que la plupart des logiciels comptables n'arrivent pas à faire, je ne sais pas trop pourquoi. Et en fait, maintenant, tu as ton burn. Moi, j'ai mon burn sur Hyperline, en direct, tous les mois, machin. Et ça m'a pris, mais vraiment littéralement, 20 secondes de le setup une fois que j'avais connecté mes comptes en banque. Et donc, ma RevOps, maintenant, quand elle fait le burn tous les mois, parce qu'elle fait aussi la finance, en fait, juste, elle utilise Hyperline. Et ça, c'est un truc, ton burn, tu l'as pas. Sur Penny Lane, ça te met 1 heure d'aller chercher ton burn, il faut tout catégoriser, tout refaire, tout machin. Et c'est des petites choses comme ça, où tu dis, OK, en fait, j'ai une opportunité là de créer une petite marge dans mon escalier qui va te donner de la valeur tout de suite. Et qui va accrocher les gens. Et en même temps, le gars, il a connecté ses 3 comptes en banque. Donc derrière, je peux lui pousser, vu qu'il a une facture et ses 3 comptes en banque connectés, je peux lui pousser que je sais la réconcilier automatiquement et que peut-être demain, plus besoin de traquer les paiements. Et une fois que je réconcilie, j'ai les relances, tout ce qui est emailing de relance, etc., process de dunning, on appelle ça, je peux commencer à te le pousser. Et c'est des toutes petites marches. Là où si tu arrives dans mon produit au début, il y a écrit catalogue, invoice, subscription, t'es perdu, t'as pas la valeur.
Est-ce que tu as réussi à mesurer l'écart de time to value entre avant que vous ayez cette réflexion-là et maintenant que vous avez mis en place là, cet petit escalier? Enfin, moi, on essaie de le traquer sur les self-serve. Donc, en gros, les sign-up accompagnés. Donc, nous, on a beaucoup de ventes aujourd'hui où c'est juste des process, les gens sont stressés, c'est un outil de billing. Donc, on a quelqu'un qui fait du pre-sales et qui ensuite les accompagne sur l'onboarding. Mais sur les clients self-serve, nous, ce qu'on essaie de mesurer aujourd'hui, c'est est-ce qu'ils font des choses en moins de 5 minutes. Versus avant, soit ça prenait 1h30 pour les power users de fou, soit ils faisaient rien. La plupart, ils faisaient rien. Ils cliquaient, ils créaient un produit, ils savaient pas quoi en faire, machin. Et donc, en fait, on est passé pour les power users de 1h30, 2h en moyenne, tu vois, selon les gens, à aujourd'hui, on arrive à avoir des gens qui font des actions qui font qu'ils reviennent. Mais en gros, donc on a des actions qu'on traque. C'est est-ce que j'ai connecté mon compte bancaire? Tu vois, on a aussi le tracking facture. Mais au final, j'ai beaucoup plus de gens qui font des factures beaucoup plus vite aujourd'hui. Alors qu'ils ont d'autres étapes à faire avant qu'il n'y avait pas à faire avant. Avant, tu arrivais, c'était direct créer une facture. Ils le font beaucoup plus vite aujourd'hui et on arrive à faire une facture en 15-20 minutes, tu vois. Donc, tu passes de 1h30 à 15-20 minutes, c'est ça? Oui, alors, en ajoutant plein d'étapes. Ouais, bien sûr. Donc, en fait, le time to value, les premiers effets WAV, j'imagine, arrivent dans quelques minutes. Ouais. Mais si on compare à la même chose, c'est-à-dire la mission qui est de mettre une facture, tu passes d'1h30 à 20 minutes, c'est ça? Ouais, c'est ça. Mais parce que déjà, par exemple, tu as connecté ton CRM. Donc, en fait, déjà, par rapport à avant, tu as le client. Ouais. Tu vois, t'as ton client pour qui tu dois faire une facture ou un devis, tu vois, maintenant je commence à traquer les devis aussi. Là c'est un peu plus long parce que les gens se prennent plus la tête sur les devis, donc il faut peut-être qu'on craque ce sujet-là. Peut-être qu'il faut que je mette un chat en fait, où tu génères ton devis vite fait, mais peut-être, tu vois, c'est ça le truc. Il y a beaucoup de sujets qui sont juste de l'UX en fait, comment tu fais moins peur aux gens et tu leur permets d'appréhender un peu mieux le tout. Mais c'est vraiment ça, ton CRM, t'as le gars, puis t'as connecté ton compte bancaire, du coup t'as les transactions qui remontent, t'as le burn qui commence à s'afficher, tu te dis mais attends, c'est incroyable ce truc, tu vois, j'ai envie. Du coup j'ai envie de faire ma facture pour voir si ça impacte mon burn. Ah bah oui, je vais faire ma facture. Et en gros, tu te permets de la tester parce que là où avant, tu étais juste paumé, quoi. Mais tu vas te faire chier à aller créer ton produit parce que là, tu as envie de voir l'impact sur le burn. C'est hyper cool. Je l'avais pas vu comme ça, tu vois, je découvre en live. Merci beaucoup. Bah, c'est trop cool. Moi non plus, je l'avais pas vu comme ça il y a 2 ans. Hein. Tu vois, c'est petit à petit où je me rends compte qu'en fait, on a un super produit, mais qui est difficile à découvrir. Ouais. Et donc, on essaie de régler ça au fur et à mesure. Quoi. Très bonne réflexion pour d'autres dirigeants de boîte ou équipes produits d'ailleurs ou autres qui auraient ce même sujet d'adoption. Qui ont des plateformes. Hein. Ouais, tu vois, les CRM, ce genre de choses. Ouais, complètement. Trop bien. Il nous reste 8 minutes, Lucas. Est-ce qu'il y aura un truc à ajouter sur cette partie de maximiser l'adoption avant qu'on parte un peu sur ta petite anecdote rigolote de fin d'épisode? Je pense que moi, j'ai une emphase très particulière sur le design. Ma première employée, c'est Victoria, qui est ma founder associate, et qui aujourd'hui fait tout. Même ce que tu fais. Ouais, non, elle fait tout. Elle communique super bien sur LinkedIn, elle fait tous nos événements, elle gère l'international. Vraiment, elle fait plein de trucs. Et le deuxième, c'est Thomas, qui est le designer. Bon, moi, l'employé numéro 2, c'est un designer. Et pourtant, je me débrouille avec mes trucs. Franchement, j'aurais pu faire le taf pendant... Ça aurait pas été aussi beau, mais j'aurais pu faire le taf. Mais je voulais vraiment une emphase très forte sur le design depuis le début. C'est-à-dire, en fait, le produit soit pensé initialement avec un œil design. On parlait de design system tout à l'heure, mais aussi juste des règles. Les codes design d'Hyperline et comment on s'assure que chaque feature soit craftée correctement, qu'il y ait un œil. On parlait de linéaire au début. Je pense que c'est vraiment la Champions League du design. Mais... Ils sont incroyables. Ouais. Et donc, je dis toujours, moi, le but, c'est d'aller chercher ces boîtes-là, qui sont vraiment très fortes, mais sur des produits beaucoup plus complexes, beaucoup plus niches, beaucoup plus métiers. Hein. Finalement, la finance, c'est quand même très métier. Une facture, ça reste une facture, faut des lignes. Hein. Tu peux pas faire une facture en dark mode, je sais pas quoi, les gens, ils veulent pas ça. Et donc, moi, il y a l'emphase du design dans l'adoption. Je pense que c'est un des trucs les plus importants, parce que le design, ça te crée une émotion quand tu regardes le produit qui va te forcer à creuser là où tu n'as pas envie de creuser si tu n'as pas d'émotion. Je donne un exemple, et je trouve que Penny Lane fait un super taf. Ils vendent à des gens qui ne sont pas sensibles au design, donc ils s'en fichent. Moi, la première fois que je suis arrivé sur Penny Lane, il y avait un truc compliqué à faire. J'avais pas envie de le creuser. Moi, je suis assez d'accord avec toi. En particulier leur app. Je suis utilisateur tous les jours dessus. Je trouve que c'est compliqué. Ouais, t'as pas envie de... En fait, dès qu'il y a une friction, t'as pas envie de le faire, tu dis c'est mon comptable qui va le faire. Et moi, j'ai la chance, j'ai un comptable qui fait plein de trucs, mais pour les petits entrepreneurs, je pense que c'est un truc. Et nous, on essaie vraiment d'aller dans le truc de c'est beau, tu sens que c'est léché, c'est crafté, et même des gens pas sensibles, ils vont pas comprendre pourquoi, mais ils vont se sentir un peu à l'aise dans l'environnement du produit. Et du coup, naturellement, tu facilites l'exploration et tu vas... Ce petit truc que tu n'arrives pas à débloquer, bah là, ils vont peut-être faire l'effort parce qu'ils ont envie de voir le chart qui a l'air vachement beau. Tu vois un peu ce truc. Et je pense que ça, moi, dans l'adoption, ça a une importance bien plus grande. Je pense qu'il y a beaucoup de CEO business très pragmatiques qui disent on s'en fout, on prend un design system, on regarde toutes les apps se ressemblent. Et moi, je pense qu'il ne faut pas sous-estimer le déclenchement émotionnel d'un bon design, même si les utilisateurs ne le ressentent pas. Et moi, je pense que Linéaire, aujourd'hui, ils ont marché pour ça. Ouais. Ils ont marché parce que les gens avaient envie de voir un ticket closé, un ticket pas closé. Tu vois, ils ont fait ce petit truc hyper smart avec le niveau d'avancement de la tâche, là. Tu avais envie de voir ta tâche avancer avec ton truc. Ils gamifient quelque part. Pourtant, c'est du B2B. C'est ça qui est important parce que dans le B2C, c'est assez commun, ce que tu dis. Bah oui. Mais là, on parle de B2B. Donc, le conseil, ce serait de penser à
faire venir un designer assez tôt Ouais. dans l'aventure. Moi, je pense que le niveau dans le SaaS aujourd'hui, il est tellement important que même si tu Complètement penses d'accord. que ça parle pas à ton persona, moi, je parle à la finance. Soi-disant, ils ont rien à foutre du design. Pas du tout. C'est un Bah, truc ils qu'on utilisent demande Instagram tout le temps. aussi, ils utilisent toutes ces apps-là Bien aussi, sûr. donc ils s'habituent au fil de l'eau. Bien sûr. Et donc, du coup, ouais, il faut faire venir un designer tout de suite. Trop Tu vois, bien. plutôt qu'un PM. Moi, je connais plein de gens qui ont recruté d'abord un produit, un head of product pour leur boîte. C'est Parce ce qu'il y qu'ils a de se plus sont commun. dit, j'ai le CTO, moi, je suis business, il me faut un product. Bah non, on recrute un crafter, en fait. Quelqu'un qui a un peu d'expérience si possible. Comme ça, il fait pas d'erreur au départ. Trop bien. Bon, j'ai pour coutume, depuis la saison 6, comme t'es le premier invité, de parler d'un truc un peu plus personnel, un truc que t'as vécu, qui va faire marrer les gens ou les surprendre. Je veux que tu nous racontes un peu. Donc, à l'époque, on est à Lunettes pour tous. T'es le CTO, c'est ça? Ouais, bah Ah, non. t'es pas CTO, non, c'est avant, c'est au à tout début. l'époque, non. Moi, je rejoins Lunettes pour tous. Pour la petite histoire, ça démarre, quoi. C'est vraiment un tout petit truc. Il y a un CTO qui arrive, il part le lendemain. Du jour où moi, enfin, il y a un CTO qui est là quand j'arrive, il part le lendemain. Il nomme un autre CTO, machin. Enfin bon, ça a été assez marrant le début. Et en fait, on n'était pas beaucoup dans un bureau. Et j'apprends assez vite, je le savais pas pendant le process, mais j'apprends assez vite, en gros, le premier jour, que bah, en fait, Lunettes pour tous, c'est une boîte qui était en partie donc avec Paul, qui était le CEO, et qui était associé à Xavier Niel en perso sur ce truc-là. Parce que Niel, c'était quelque chose auquel il croyait beaucoup, ça démocratisait les lunettes, lui, il en porte, et donc il sait à quel point c'est terrible. Et ça va vachement avec Free, avec tout ce qu'il a fait pour rendre accessible des choses qui sont normalement chères. Ouais, c'est sa philo de base. Ouais. Et en fait, j'apprends ce jour-là que non, mais Xavier Niel est très impliqué dans la boîte. Monsieur Xavier Niel, à l'époque, moi j'avais 19 ans, je savais pas, je savais qui c'était parce que j'avais été à 42, ça venait d'ouvrir, enfin tu vois. Et enfin, j'y ai pas été en tant qu'élève, mais j'y étais passé. Et ce jour-là, on me dit ma première tâche, ça va être d'envoyer un mail tous les soirs à Xavier Niel. Genre, tu vas écrire le code. Tous les soirs. Oui, non, mais c'était pas moi qui l'envoyais, mais tu vas écrire le code tous les soirs. Il m'a filé vraiment l'adresse mail de Niel sur un post-it. Que je ne nommerai pas sur ce, sur ce podcast. Et il me dit, ouais, tu fais du code. En gros, il faut reporter les chiffres du magasin de Paris tous les soirs à Xavier. Et je dis les chiffres, mais lesquels? Il me dit, je sais pas, débrouille-toi. Tu sais, j'avais 19 ans. Débrouille-toi, trouve les chiffres. Tu vois. Et donc, je me rappelle, donc, je fais ce code le premier jour dans du code horrible en plus parce que le truc était compliqué. Mais il m'a dit, ça doit partir demain le premier. Donc, tu as la première tâche. Et donc, je fais mon mail, j'envoie les chiffres du magasin de Paris et je mets là, parce que tu fais quand t'es dev, c'est que tu fais partir le truc de no reply at. Ça, c'est la petite blague. Et voilà. Et donc, j'ai balancé ce mail qui est parti à Niel et copié à tout le monde. Et en fait, Niel a répondu parce qu'il voulait des modifications, sauf que ça tombait dans le no reply. Je me suis fait engueuler après une semaine parce qu'en fait, Niel ne comprenait pas pourquoi il n'y avait pas les modifications qu'il demandait sur le mail. Et c'est comme ça que mon aventure chez Lunettes pour tous a démarré. C'est magnifique. Qui est mon premier CDI. Mon premier CDI fondamentalement. Voilà. Et la question, c'est est-ce qu'il a investi chez Hyperline? Non, lui non, Kima, oui. Kima, oui. Bon, Lui, il investit vraiment que dans des boîtes, tout à fait. soit Mistral et tout, là, soit des trucs qui sont vraiment dans sa philosophie où il peut potentiellement les racheter demain. Mais c'était hyper intéressant de travailler avec lui, tu vois, sur ces projets-là. Hein. C'est des gens qui sont des entrepreneurs incroyables. Ah, de ouf. Il s'est souvenu ou pas de toi? Alors, je pense qu'il se souvient de. Il a les infos, j'imagine, des boîtes dans lesquelles il investit en volume, mais. Non, mais je pense que si tu le croises un jour, je pense qu'il se souviendra du CTO de Lunettes pour tous de l'époque pour diverses raisons. Mais je pense pas que si on se croise dans la rue, il me reconnaîtra. Il m'a vu, hein, on s'est parlé et tout, mais je pense qu'il me reconnaîtrait pas. Après, tu sais, ce genre de gens, ils sont impressionnants. Ouais. Moi, pour la petite blague, j'ai un de mes investisseurs, c'est Nico Rosberg, le pilote de F1, là, qui a investi dans différents trucs. Et moi, je m'attendais à ce que le gars, il a investi, machin, il sait pas qui je suis. Putain, quand je l'ai vu en vrai, il y avait 50 personnes, il m'a reconnu tout de suite, il est venu me voir, il m'a parlé de est-ce que ta blessure ça va mieux, est-ce que ta jambe. Donc tu vois, c'est des gens qui souvent ont un sens du social, ils étudient. Une curiosité naturelle. Et à la fois, ils se souviennent des gens en bien ou en mal, tu vois, parce qu'ils ont besoin d'avoir ce truc de oui, lui, je me souviens, il m'a fait ça de bien ou ça de mal. Et donc peut-être qu'on serait surpris, hein. Peut-être qu'il me croiserait dans la rue, il me dirait ah, bah dis non, tu vas bien. Merci beaucoup Lucas d'être venu sur cet enregistrement, c'était trop cool de t'avoir. J'ai appris plein de trucs moi, perso. Tu vois, on avait fait de l'impro sur beaucoup de choses et on a bien fait parce qu'en creusant, il se cache des trucs trop cool à chaque fois et qui peuvent aider d'autres personnes. Parfois, il faut m'arrêter. Moi, je pars dans le produit, je peux partir pendant 4 heures. Hein. C'est vrai que t'es pas le cliché du CTO introverti quand même. Non, on appelle ça mettre des tunnels au travail. Encore merci pour ta venue et puis bah écoute, j'espère qu'on se recroise très vite. Bah ouais, avec plaisir. Merci. À très vite, salut.